lance un enregistrement. Voilà, Coucou, bonjour. Vas-y, parle. Voilà, là d'un coup ça a l'air beaucoup mieux. Coucou, bonjour, ça a l'air mieux. Ouais. Coucou, bonjour, ça a l'air mieux. Ouais, coucou, bonjour, ça a l'air vraiment beaucoup mieux. Moi je Ouais, pense c'est que là vachement on plus, est, ça. sur, sur la bonne config. Bon bah donc désolé, on a un peu merdé. Donc on l'a refait. Et bah, on l'a refait. Tire Montoya. Allez, 3, 4. Décidément, t'as une. Alors comme ça, monsieur veut faire du catch, hein? Monsieur donne dans le violent. Tu veux vraiment te bagarrer? T'es la couille du fait. Tu as peur de ton ombre. Tu veux que je te dise? T'es un vrai lobster de basse-cour. Avec tes yeux de mouton, ton air con, ta bande de vicelards, t'es vraiment une merde. Je vais me retirer. J'abandonne. Mais vous avez tellement de choses à enseigner. Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Bennett, fais pas le con, relâche tout de suite la gosse, c'est moi que tu veux. Ah, je vais te tuer, John. Bien, lâche la gosse, c'est entre toi et moi. Ne te prive pas de ce plaisir. Messieurs, vous ne pouvez pas vous battre ici, vous êtes dans le PC de guerre. Que se passe-t-il? Je demande une explication. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je sais pour votre frère. Tu sais que dalle, mon petit. Tu te souviens, Sully, je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. Et bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Re-bienvenue sur Ciné Chill, le podcast. Ah, il était temps de vous retrouver, mes amis, depuis le temps qu'on vous annonce qu'on allait faire une deuxième émission. On a mis un peu de temps, mais on y est arrivé. On y est, c'est ce soir, c'est maintenant. Et je suis entouré d'une petite équipe autour de moi, donc on va se faire la petite présentation. Des gens qui étaient déjà là la dernière fois, des gens qui n'étaient pas là, la surprise. Alors qui est là ce soir avec nous? Il y a Francoff. Salut, Bonsoir. Francoff. Regarde vers le micro. Regardez plutôt le micro, c'est Voilà, ça aidera à avoir un meilleur enregistrement. Comment tu vas, Francoff? Bah écoute, pas mal et toi? Bon, écoute, moi ça va. On va parler de Carpenter toute la soirée. Moi, je suis aux anges. Pour moi, Je c'est suis au top. En face de moi, il y a Simon. Comment ça va, Bonsoir à Simon? tous. Bah, pareil, on va pouvoir parler de Carpenter et je pense qu'on a tous beaucoup de choses à se dire. Je pense aussi. Et on a un petit nouveau dans l'équipe ce soir. On a un petit Bonjour, nouveau. bonjour. Thomas. Salut Thomas, comment ça va? Eh ben salut, ça va très bien. On va faire une émission de 2 heures pour parler de Jean Charpentier. C'est exactement ce que j'attendais de mon samedi soir. Donc, on est chaud. Qu'est-ce qu'on attend d'autre d'un samedi soir en même temps? C'est vrai. Quelque part. Bon, on va commencer gentiment. On va y aller sur comment est-ce que vous avez découvert pour la première fois l'univers un petit peu carpenterien, par quel film, limite même par quelle musique, je ne sais pas. Thomas par exemple. On peut Alors, commencer. bon, du coup, c'est pas vraiment Carpenter que j'ai découvert en tant que réalisateur, mais un des films qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à regarder tout ce qui était cinéma d'horreur à base de grosses bestioles et de trucs de science-fiction, quand j'avais vers 15-16 ans, un truc comme ça, c'est justement le film The Thing, qui est devenu par la suite vraiment un de mes films préférés et probablement mon film d'épouvante préféré toute catégorie. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec le réalisateur, qui est en fait, quand on y regarde de plus près, un réalisateur complètement culte et immanquable pour toutes les personnes qui vont un peu s'intéresser au cinéma de genre. C'est-à-dire que John Carpenter, c'est le réalisateur d'énormes monstres sacrés du cinéma d'horreur, comme peuvent l'être Halloween, The Thing, dans une moindre mesure, sa doublette Land de la Folie et Prince des Ténèbres, Christine et compagnie. Et en fait, à partir du moment où on s'intéresse un peu à tout ce qui va être cinéma de genre, cinéma d'horreur, cinéma de monstres, le nom de John Carpenter va toujours revenir. Donc quand on va commencer à regarder des top 50, des top 100 sur Sens Critique ou je sais pas quoi, pour savoir quel film regarder et où fouiller, John Carpenter, c'est vraiment un monstre sacré du genre qui va revenir dans tous les sens et donc du coup il est complètement impossible à manquer. Ah bah il est en très bonne place en même temps. Oui. Tous les films que tu as cités, c'est quasiment tous des classiques. Oui. C'est ça d'avoir inventé plein de trucs aussi, c'est facile. Ça aide un petit peu, ça aide. Oui, mais après il est vraiment connu, contrairement à d'autres, comme entité en tant que réalisateur. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que C'est y a pas un beaucoup- film, c'est tout il y a un univers. beaucoup d'autres films cultes du cinéma d'horreur, donc on peut prendre ce qu'ont fait Tobe Hooper ou Ridley Scott à leur début. Le film est connu, mais pas spécialement. Le réalisateur est pas spécialement connu comme réalisateur d'horreur avec directement sa patte comme ça. Et il y en a vraiment très peu qui ont le même statut que John Carpenter à ce niveau-là. Bah déjà, il faut voir que quasiment tous les films de John Carpenter, à partir d'Halloween, quasiment tous,
ont la mention John Carpenter's Halloween par exemple, ou John Carpenter's The Thing. Vraiment, c'est chaque film est signé, c'est vraiment. C'est moi qui l'a fait. C'est ça. Il y a une démarche un peu d'auteur quand même là-dedans, en mode c'est mon film, je m'approprie un matériau et je fais ma petite sauce là-dedans. Et oui, je pense que ça participe au fait que c'est devenu un peu un objet de culte aujourd'hui, et presque Carpenter dans le. En tout cas en France. Voilà, en France. Oui. Aux États-Unis, un petit peu moins. Beaucoup moins selon ses propres dires. Oui. Et toi, Francoff, du coup? Moi du coup, on parlait de cinéma d'auteur tout de suite, j'avais trouvé ça dans les cassettes de papy plutôt orienté film d'action genre à budget fauché, à savoir avec du Seagal, etc. J'étais tombé sur Invasion Los Angeles. On avait maté ça Invasion avec mon Los frère. Angeles. On avait maté ça avec mon frère et du coup on s'est dit putain qu'est-ce que c'était que ce truc et tout, c'était complètement fou. C'est génial. Et, franchement... Et t'es devenu conspirationniste à partir de là. Tu as mis les lunettes. Il suffit d'une paire de lunettes, exactement. Donc alors ensuite j'ai surtout vu The Thing du coup qui avait suivi quand j'étais en seconde et ainsi que son remake, son préquel plutôt, qui est pas de Carpenter bien sûr, mais bon je considère quand même qui est plutôt oubliable. Il est pas mauvais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Oui voilà, c'est ça, c'est l'histoire des Norvégiens quoi en fait. Il me semble, le film, c'est ça. En vrai, le film original n'aurait pas existé, ce serait un excellent film, mais le problème c'est que The Thing il existe et qu'à côté il fait pas le poids. Voilà, c'est ça, c'est un peu censé raconter le début de l'histoire et puis ils le font quand même plutôt bien, tu vois, sans mettre trop de détails ni rien. Bref, peu importe, je trouvais quand même les deux plutôt cohérents. Et à la suite de ça, j'avais pas trouvé les films de Carpenter parce que, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai sur les fiches Wikipédia et puis je lisais du coup le synopsis et puis en vrai il y en a absolument aucun qui m'a donné envie. Puis là mes secondes m'avaient parlé du coup de Vampire le soir et même je l'ai maté un petit peu avant Montoya. Et du coup à la suite de ça j'ai tout maté, au final il y a quand même énormément de bons. Il y a pas mal, hein, ça c'est clair. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de choses. Je vais peut-être modérer un peu en disant qu'il y a un peu de tout. Mais bon, ça on y reviendra. Il y a un peu de tout, mais il y a beaucoup de bons. La question c'est oui, il y a beaucoup de bons. Mais est-ce que ça mérite à ce point-là son statut de culte autrement que par nostalgie? Telle est la question. Ça, on est. Vous avez 2 heures. Voilà, peut-être un peu plus, on verra. Sortez les copies doubles, on verra ça. On verra qui a bien fait ses devoirs. Et toi, Simon, il me semble que tu as découvert ça plutôt récemment. Ouais, moi ça fait 1 an ou 2 que j'ai enfin maté The Thing parce que dans ma tête, pendant des années, c'était un gros slasher débile qui mettait juste des litrons de sang, donc j'étais assez éloigné de la réalité. Et puis quand on m'a dit ouais non en fait c'est quand même vachement plus proche dans Alien, j'ai fait bon ok je vais peut-être aller le mater parce que Alien c'est pas mal quand même. Je me rappelle effectivement de ton message que tu m'avais envoyé le lendemain après avoir vu The Thing en mode mais mec pourquoi tu m'as pas dit plus tôt que ça ressemblait à Alien? C'est pas du tout ce que je croyais, mais c'est trop bien en fait. C'est vachement mieux que prévu tu vois. Donc c'est vrai que jusqu'ici avant de commencer à en mater pas mal pour l'émission, j'avais vu celui-là et l'Antre de la Folie. Qui m'avait plu aussi, qui était complètement différent tout en étant de la même chose. Et c'était donc ça a été intéressant d'aller diguer, de voir un peu plus ce qu'il y avait. Moi je vous avoue que l'Antre de la Folie, c'est mon préféré. Moi c'est le film qui me parle le plus je pense dans la filmo de Carpenter. Mais c'est vraiment pas par ça que je l'ai découvert. Ouais. Et je m'en suis rendu compte que très récemment. Parce qu'à la base, je pensais que j'avais découvert Carpenter via Halloween. Que j'avais dû voir à 12 ans. J'avais acheté à l'époque, dans les bureaux de tabac, il y avait un fascicule avec la cassette vidéo. En 99 francs. C'est ça le premier numéro. C'est ça. C'était le gadget de Pixel Magazine. Un peu la série. Le tarif exhaustif au fur et à mesure. C'est ça, exactement. Mais le truc un peu les maîtres de l'horreur, machin. Et ils avaient mis Halloween. Aux éditions Del Prado. Salaud. Et bref, du coup, je pensais avoir découvert Carpenter grâce à ça. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, donc à Halloween, je l'ai fait regarder mes 2 petits frères. Une fois que j'ai eu la cassette, ils étaient quand même très petits. Je m'en veux un petit peu aujourd'hui. Le mec est pas fier. Voilà, je suis pas très fier de ça. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, le tout premier film de Carpenter que j'ai vu, c'est Vampire. Non, même pas. Ça aurait pu être Vampire. Mais non, c'est un des derniers que j'ai découvert. Mais le premier film que j'ai vu de Carpenter, et je savais pas du tout que c'était de lui, c'est Les Aventures de l'Homme Invisible. C'est le premier film de John Carpenter que j'ai vu. Je me suis rappelé de ça en revoyant le film dernièrement là pour préparer l'émission, et j'étais convaincu que je l'avais jamais vu. Et en fait, en voyant les images, au fur et à mesure, je l'avais. J'ai déjà vu ça. Je connais toutes les deuxième partie de soirée sur M6. Ouais, là, tu tapes sur de la vanne. Oula, faut pas être génération X hein, pour génération Y. Ok, boomer. Mais ouais, je pensais avoir vraiment découvert ça via l'horreur, et non, j'ai découvert Carpenter via un de ses films les plus commerciaux et
petite anecdote, du coup, à part les deux premiers, le seul qui ne porte pas la mention John Carpenter's Les Aventures de l'Homme Invisible, parce que ce n'est pas un film qui a été fait sur sa démarche à lui, c'est un acteur qui est venu le chercher pour faire le film. D'accord. Et c'est une des plus grosses plantes de sa carrière en termes de budget. Ouais. Mais bon, ça on va y revenir Il met tranquillement. un John Carpenter's Award sur le dernier ou pas? Je me rappelle plus. Il me semble hier. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Il D'accord. aurait pas dû. Il aurait peut-être pas dû. Mais... Pas vu. C'est ça que je disais, deuxième partie de son On y reviendra. Oui, c'est bien ça, oui. De quoi? Je cherchais L'affiche. L'affiche de l'Homme Invisible, c'est... Bah, Alors, je voulais pas être sent oppressif envers une génération supérieure, mais putain, c'est moche. Hein. Mais attends, Chevy Chase, c'est le mec qui joue dans Community, mais tout à fait, incroyable. J'adore cet acteur. Chevy Chase qui était en sérieuse perte de vitesse au Voilà. moment où il fait les aventures de l'homme T'adores cet invisible. acteur? Eh ben, il joue l'homme invisible. Ah, super. Arrête, on voit un bout de son visage. Oh. Bah, faut savoir que c'est un des seuls films, il y a eu plein de films sur l'homme invisible, mais c'est Oui, un des ouais. seuls films de l'homme invisible où sur la moitié des séquences, bah, l'homme invisible n'est pas invisible. Ah, bien. Pour bien te faire comprendre qu'il est là. Ah, mais c'est un préquel en fait. Presque, presque. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir sans doute On succinctement. l'appelle l'homme un peu plus tard. Viteuf pas clair, voilà. Bon alors du coup on va commencer aussi en faisant quand même une petite présentation de Allons-y. qui est John Carpenter. Ça, pour ceux qui savent pas qui est John Carpenter. Voilà c'est ça, bon John Carpenter Ceux qui déjà... savent pas n'ont pas du tout cliqué sur ce podcast, je pense. On sait pas, il y a des gens qui Peut-être veulent des curieux. découvrir, Bon. des curieux. Alors vous, les deux personnes du fond qui ne connaissaient pas John Carpenter, qui est John Carpenter? John Carpenter, c'est un réalisateur américain, né en 1948 dans l'état de New York, donc dans une famille plutôt aisée, on va dire. Et très tôt, vers l'âge de 8 ans, il déménage dans un bled American Way of Life, vraiment les petits quartiers neighborhood, tout le monde se connaît, la petite ville typique des États-Unis. Les suburbs américains. Exactement, et comme la plupart des gens qui sont dans le cinéma et qui ont vécu un peu dans les suburbs, bah, ils détestent ça, et ils détestent les... Il se fait chier. C'est ça, son environnement direct l'emmerde, son environnement direct ne lui va pas du tout, et il se réfugie beaucoup dans les salles de cinéma. Et notamment regarder des doubles programmes dans les matinées qui sont des doubles programmes de série B qui existaient aux États-Unis dans les années 50, 60. Oui, comme ce qu'avait fait Tarantino. Exactement. L'hommage de Tarantino. Avec le délire, avec les deux films qui se complètent, avec celui de Rodriguez qui sont. C'est Death Proof, non Ouais, Death Proof, Boulevard de la Mort et Planète Terreur, je crois. Oui, ouais, c'est ça, ça, Boulevard de c'est la Mort et exactement. Planète Terreur. J'avais plus exactement les noms en tête. Les Grindhouse, il me semble. Et du coup, grâce à ces séances de cinéma très jeune, il s'intéresse vite au cinéma de science-fiction, d'horreur et notamment au western. C'est un énorme fan d'Howard Hughes qui a notamment réalisé Rio Bravo, l'original de The Thing, quand même, Oui, qu'on voit dans Halloween. qu'on voit dans Halloween. Et Multivers, tout est lié. voilà, c'est ça, tout est lié, tout est lié. Et du coup, dans sa construction, Carpenter, à l'adolescence, justement, est très cinéma, très musique aussi. Il monte un groupe avec notamment un mec qu'il rencontre dans ce bled-là qui s'appelle Tommy Lee Wallace. Le nom vous dit peut-être rien, mais c'est le mec qui, bien plus tard, réalisera Halloween 3, par exemple, et notamment le Ça. Le téléfilm Ça, adapté de Stephen King, qui a traumatisé toute une génération. Ouais, et bah, ouais, c'est tout ce à fait. monsieur, c'est D'accord. Tommy Lee Wallace, qui est un grand ami de Carpenter. Il fait ses musiques aussi ou Ça, je sais pas par contre. Mais, C'est Carpenter qui fait ses musiques. mais il était musicien aussi, dans le Ouais, même groupe ouais, que Carpenter, du coup. Et à la fin des années 60, ils partent étudier tous les deux à l'USC, qui est l'université de South California. Oui, qui forme plein de gens. Voilà, c'est ça qui a formé beaucoup de réalisateurs de ces années-là. Ouais. Dans ces années-là, il a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de cinéastes de l'époque qui viennent faire des conférences à l'école, notamment des Orson Welles. Et il me semble Howard Hughes aussi, justement. Il a l'occasion de pouvoir un peu échanger avec ses héros. Et là-bas, il rencontre notamment Dan O'Bannon. Donc ça, normalement, il me semble que c'est un nom qui devrait vous parler si vous êtes des fans d'Alien. Parce que c'est de lui que part un petit peu toute l'histoire du film, quelque part. Quoi. Et il rencontre également Nick Castle qui jouera Michael Myers, notamment dans le premier Halloween. C'est lui qui a la démarche si particulière de avec les jambes. C'est ça, qui avance très lentement. Et pour finir sur le tout début, on va dire, de sa carrière, en école de cinéma, il
il obtient le premier et seul Oscar de sa carrière. Je trouve ça tellement... Pour un... Ça fait C'est tellement ouf. mal. C'est ouf. Ma carrière démarre enfin. Et non, c'est voilà, le seul Oscar de sa carrière, il l'aura en tant que... Bon, il fait beaucoup de choses sur le film, bon, ça va se retrouver dans la suite de sa filmographie, mais sur le film, il est co-scénariste, monteur et compositeur, et le film obtient le prix du meilleur court-métrage. Donc du coup, c'est le seul Oscar qu'il aura eu dans sa carrière de manière collective. Bah, Aïe. c'est pas mal pour se vendre au début et faire un peu financer Ouais, ses ça projets, fait mais un rétrospectivement, bon début de CV, quoi. voilà, quand t'es mieux récompensé récompensé pour ton projet d'études à 20 ans que pour les films complets que tu réalises d'un bout à l'autre après, The Thing. Oui, voilà. Ouais, The Thing n'a pas le succès qu'il devait avoir, hein, Ouais, d'ailleurs. mais il y avait E.T. alors bon, tu comprends. C'est pas tout à fait le même Alien. Non, mais. Pas tout à fait. Ouais, mais il y avait Starman et... C'est quand même pour ça qu'il s'est fait bolosser. De toute façon, on y reviendra, Starman, E.T., Ouais. The Thing, ça c'est des trucs qui vont... On va y rebondir tout à l'heure. Oh Ça, oui, pas on de- va y arriver. Bon, on va pouvoir commencer à s'attaquer vraiment à ce qu'est la carrière de Carpenter et on va, comme Thomas le disait, sur l'ensemble de cette émission, la question qu'on va vraiment se poser, c'est de savoir est-ce que Carpenter mérite en vrai ce culte autour de lui ou si c'est vraiment quelque chose qui est né un peu de notre époque, qui est très dans la nostalgie des années 80 et que tout ce qui vient des années 80 devient automatiquement magnifique parce que c'était dans les années 80 quoi. Oui. Et que c'était une époque géniale, parfaite. Bah, parce que le problème qu'on voit surtout avec les films de Carpenter, c'est que globalement, il n'y en a aucun qui a tant marché que ça, ni tant cartonné à son époque, et il était quand même vachement cinéaste de genre, qui avait souvent plus de succès dans les exploitations en DVD par la suite que à la sortie en salle de ses films. Et donc du coup, maintenant, on voit qu'il y a un énorme culte autour de Carpenter, mais on entend beaucoup de gens plus dire qu'ils aiment les films de Carpenter que citer un film en particulier. Comme si le cinéma de Carpenter, c'était plus une entité que pas mal d'autres cinéastes, et donc la question c'est de savoir, genre maintenant, à partir des années 2000, à partir du moment où Carpenter sortait absolument plus rien, est-ce qu'il est rétrospectivement apprécié? Parce que c'est un cinéaste complètement icône des années 80, et quand on dit film d'horreur années 80, Carpenter c'est ce qui va s'afficher en grand dans notre tête, mais est-ce que les films sont vraiment si bons que ça et si iconiques en leur genre? Ça c'est ce qu'on va voir plus tard. Bon, la réponse est globalement oui, mais c'est ce qu'on va voir. Du moins pour quelques-uns. Le reste, On va voir ça. De toute façon, déjà, on va commencer par le commencement. Voilà, Hein, le début. ça pourrait être un bon endroit. On va le faire dans l'ordre. Hein. Clairement, on va pas. on commence par Vampire. On va pas se la faire dans le sens inverse. Parce qu'on aurait pu commencer par The Ward et remonter jusqu'à Dark C'est vrai, Star. on aurait pu. On aurait pu faire ça. On peut encore faire ça. Hein. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est C'est une bonne idée. on alterne, on fait une spirale. Au pire, on peut faire ça. Premier, dernier, puis. Ah ouais, tu vois, on peut faire n'importe quoi. Bah aussi, franchement, carrément. si jamais on commence comme ça, partir avec comme première idée une comparaison entre Star Crash et The Ward. Dark Star. Ah non, Star Crash c'est un autre, c'est un nanar italien, Voilà, Star Wars, c'est c'est ça. avec David Hasselhoff. C'est ça. Là Exactement, c'est encore autre chose. Le choc des Incroyable. étoiles. Là-bas. Mais bon, comme vous voulez les mecs, hein, Bah, y a après, pas de petite soucis. comparaison, Bah. Darkstar et The World, les deux ils sont fauchés de toute façon. Ouais, les deux sont fauchés, Mais pas pour les mêmes raisons. je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait Dark Star est très fauché parce que c'est un film de fin d'études. The Ward, c'est quand même la bagatelle de 10 millions de budget. Oui. 10 millions, hein. Oui, c'est vrai, mais. Par rapport au budget moyen de sa carrière, c'est un beau budget. C'est vrai. Mais bon, on va se la faire quand même dans l'ordre. Bon, allez, comme ça au moins on est sûr, on est parti sur un truc et on part sur Dark Star. Le premier film, et c'est de base c'est un film de fin d'études. Est-ce que vous l'avez vu? Alors moi je l'ai vu, mais il y a un truc genre 10 ans et je me suis juste dit qu'est-ce que c'est que ça. Voilà. Globalement, c'est un peu ce que je me suis dit aussi en le regardant. Moi personnellement, j'ai vu 10 minutes. Peut-être 20 et j'ai raccroché. J'ai laissé tomber. T'as vu l'alien quand même, t'es allé jusqu'à l'extraterrestre. Non. T'as pas Quoi, vu tu n'as pas vu le ballon de plage? C'est littéralement un ballon de plage avec des palmes et de la peinture. Vu qu'on m'avait dit. L'alien est un ballon. J'ai Voilà. pas eu envie d'aller plus loin dès qu'on m'avait dit ça. Bah franchement, tu vas voir juste le screenshot de l'alien et tu te dis c'est bon, j'ai vu le film. Bon, je vais attendre, je vais voir le film alors. Attends. Bah du coup, je pense que Mesgo, toi t'es le plus adapté pour nous en parler parce que je pense je que t'es pense, celui qui l'a vu le plus récemment. Je voulais le voir et je l'ai pas vu. Alors, je l'ai vu récemment, mais alors j'ai vu la
premières, jusqu'à l'Alien, je l'ai vu en vitesse normale, et puis après j'ai un petit peu accéléré le rythme de VLC, parce que bon, je vous avoue que j'ai pas passé un super moment devant le film. Mais concrètement, pour le résumer, vite fait quoi, c'est des astronautes qui se baladent dans un vaisseau qui s'appelle le Dark Star. Et en gros, leur objectif, c'est de détruire des planètes instables, donc des planètes qui pourraient être dangereuses pour les autres autour, grosso modo. Et il faut voir que les mecs, ça fait, selon la trame du film, 20 ans. Lui, il vient de... Voilà, alors on a Franco qui vient de découvrir le design de l'alien, donc va falloir faire une pause parce qu'il en peut plus. C'est magnifique. Mais jamais j'ai vu une merde pareille, franchement. Mais c'est incroyable. Putain, mais les pattes, elles touchent même pas le ballon. Non, mais... Bon, et en gros, voilà, je reprends. Et voilà, ils doivent détruire des planètes instables. Ça fait longtemps qu'ils font ça. On sent que l'équipage s'ennuie atrocement. Et ils ont kidnappé un alien dans leur vaisseau qu'on vient de voir en photo. Je vous invite vraiment à aller sur Google Images et taper Dark Star Alien. Vous allez vraiment vous marrer, je pense. Et grosso modo, voilà, c'est ça l'histoire du film. Et puis les mecs deviennent plus ou moins fous, font un peu n'importe quoi et puis finissent par exploser. Il me semble que c'est un peu ça l'histoire du film. En soi, ça a l'air de déjà planter les éléments classique, je dirais, du cinéma de Carpenter, l'isolation, devenir fou, les conséquences de l'isolation sur les personnes. Après, voilà, c'est sous un genre plus humoristique, beaucoup plus claqué. C'est même limite ouvertement une comédie de ce dont je me souviens. Ouais, complètement. C'est carrément une comédie. Mais c'est déjà des thèmes qui vont être récurrents dans la suite de son cinéma, par contre. Et il y a aussi, on peut quand même dire que déjà le film a été coécrit avec Dan O'Bannon. Et à la base, ils avaient un projet où ils devaient chacun leur tour en fait réaliser un film écrit par l'autre. Ça s'est pas concrétisé. Concrètement, Carpenter a réalisé son film et Dan O'Bannon n'a jamais eu l'occasion de faire le sien. Ah dommage, ça aurait été tellement stylé. Mais on retrouve aussi un petit côté Nostromo dans le vaisseau, un petit côté équipage de gens qui se connaissent bien et machin, et qui pareil finissent par la force des choses à sombrer un peu dans la folie. Je crois que Dan O'Bannon a ouvertement dit de toute façon qu'il s'était clairement inspiré de Dark Star pour écrire Alien ensuite, qu'il avait complètement repris des... Il disait que c'était la version horrifique de Dark Star. C'est ça, Oui, le xénomorphe et le ballon de plage, ça change un peu. Un petit peu. On n'a pas les mêmes artistes derrière la conception des bestioles à l'écran. La chair Giger, un stagiaire. Moi j'aurais plutôt vu un étudiant en arts ou LSD, mais bon, ça marche aussi. Je veux voir Giger faire un design de ballon. Alors ouais. Malheureusement ça risque d'être un petit peu compliqué. Je me rappelle pas cette mauvaise nouvelle. Désolé. Il existe toujours dans nos cœurs. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est important. Quel bord de merde au passage. On va peut-être du coup passer à la suite parce qu'on va... Voilà. Non mais là clairement c'était l'apéritif. Clairement, on dit que c'est son premier film. Pas s'attarder 5 minutes sur son film de fin d'études fauché que pratiquement personne n'a vraiment vu récemment dans l'équipe. Si vous voulez le voir, faites-vous plaisir, mais concrètement, ça, voilà, c'est vraiment si vous avez déjà tout vu et que vous voulez terminer votre total Carpenter. Regardez Vampire. De toute façon, de toute manière, regardez Vampire. Mais bon, on y reviendra. De toute façon, je pense qu'on va le dire beaucoup de fois, ça. Oui, on y reviendra. Sauf quand on sera arrivé à Vampire. Non, on y reviendra même après quand on parlera de Ghost of Mars. C'est qu'on n'aura pas terminé Vampire alors. On n'a jamais vraiment fini Vampire. Il a jamais vraiment été commencé non plus. Le prochain film auquel on s'attaque, par contre, là, si je me suis pas planté dans la chronologie, on est sur du gros classique. Alors on est sur du beaucoup plus sérieux. Pour moi, c'est ça le premier vrai film de Carpenter, c'est en 1976, Assaut.
Assault and Precinct 13. Ouais. Assaut sur le précinct 13. Voilà, c'est ça. Assaut, oui, voilà, c'est son premier vrai film. L'histoire, c'est grosso modo un gang qui s'attaque au Central 13 à Los Angeles, qui a un poste de police. Et à l'intérieur, il y a des flics, des civils, des secrétaires, des prisonniers. Évidemment. Et ils s'unissent tous pour survivre à ces mecs qui les attaquent de l'extérieur et qu'ils ne voient quasiment jamais. Je sais pas si c'est un résumé correct du film. Oui, franchement, c'est un résumé. Là, on arrive sur les scénarios timbre-poste de Carpenter. Genre, il y a des gens, ils se font attaquer, ils se réfugient à l'intérieur d'un bâtiment et voilà. Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi le premier film où c'est déjà un remake ou une espèce d'inspiration libre d'une œuvre déjà existante, comme il a pu le faire sur bien d'autres films en fait. Il y a un peu comment... Lui, il considère ça comme un hommage à Rio Bravo. Oui, c'est clairement un western. C'est un western. On parlait de Ward tout à l'heure, c'est ça. Il y a les Indiens qui sont un gang et les autres qui s'unissent dans la forteresse / prison et qui essayent de survivre. Oui. Et encore une fois, c'est un autre des thèmes classiques encore une fois, l'isolation et l'enfermement et la survie et essayer de l'unité de collaborer, l'unité de temps. Oui, c'est des trucs qui reviennent très 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 souvent. On va le voir dans quasiment tous ces films de Carpenter. Mais là, on est vraiment sur l'archétype total qu'a posé les bases de Carpenter. Et après, autant c'est un très bon film, autant perso, je l'aime pas spécialement. Mais ça, c'est une question de goût parce que j'ai vraiment du mal avec le rythme extrêmement lent à la réalisation qui est vraiment typique du cinéma bis des années 70. Et pour moi, j'attends tellement longtemps que tout se mette en place que je décroche complètement de ce qui se passe. Mais après, on y retrouve vraiment tellement toutes les inspirations, toutes les thématiques récurrentes et vraiment les gimmicks de réalisation et de manière dont il pose les scènes et amène l'attention, que c'est vraiment un film important, un filmographie de Carpenter. Il y a aussi des gimmicks, même de personnages en fait, dans Assaut, qui vont revenir plus tard. Par exemple, le prisonnier qui est joué par Darwin Joston, par exemple, demande toutes les 5 minutes une clope. Et ça, par exemple, c'est un motif qui va revenir plus tard chez Snake Plissken dans New York 97, dans Los Angeles. Et même dans d'autres films, il me semble, ça c'est vraiment un truc qui revient assez souvent. Et ce film, moi personnellement, c'est pas non plus un de mes préférés, mais contrairement à toi, moi j'aime beaucoup l'ambiance qui est mise au début. Disons la lenteur de l'arrivée des criminels autour du Central 13, quoi. Toute la mise en place des personnages où on les découvre petit à petit, les caractères des gens qu'on va suivre en mode survie. Mais à partir du moment où la première attaque a eu lieu, le film bascule dans une sorte de répétitivité qui est liée au huis clos, parce qu'il n'y a pas non plus un million de trucs à faire. Mais d'un coup, là, le film me perd un peu plus, parce que justement, toute la montée en tension qu'il y a jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la première attaque, le souffle est un peu coupé, parce qu'on voit ces mecs, ces types, on sait pas vraiment de base pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça. On les voit faire un pack de sang, on les voit tourner dans la ville, en train de viser des gens un peu au hasard. Tu sens que la violence peut tomber sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Et la violence tombe en effet un peu sur n'importe qui, n'importe comment, parce que la première à vraiment subir le truc, c'est une gamine que tu vois mourir plein cadre à l'écran, et il faut rappeler qu'on est au milieu des années 70, et que c'est quand même un geste assez subversif de montrer ce truc-là, là où beaucoup auraient suggéré la mort de la gamine, ou auraient montré un truc, je sais pas moi, la poupée, ou un détail qui aurait fait comprendre la scène. Non, là il lui fait éclater, il lui fait prendre une balle vraiment, plein cadre, plein milieu du truc, waouh. Et pour moi c'est la scène pivot, la scène clé du film. Et à partir de là, ça montre c'est dur de repartir sur autre chose derrière. Le point de tension maximum est atteint presque. Je trouve que ça montre vraiment qu'il est Carpenter, quoi. C'est un mec qui a toujours montré et qui l'a dit en interview qu'il s'en foutait un petit peu des autres et de ce que les gens pouvaient penser de lui et des conséquences que ça pouvait avoir. Donc il a envie de le faire, donc il le fait. Il a envie de montrer, il avait peut-être envie de choquer. Et je pense qu'il s'est pas posé de questions plus longtemps que ça, et voilà. Après, ça a pas l'air d'être quelqu'un qui se pose, excusez-moi, énormément de questions non plus, parce que par exemple, dans la même période, il y a Romero aussi qui sort son film de zombies. Oh oui. Et il s'avère que les deux films ont un sacré point commun, c'est que leur héros principal est noir. Dans cette Amérique-là. Et le truc, c'est que Romero, comme Carpenter, disent que c'est pas du tout un choix lié à une opinion politique ou quoi que ce soit, c'est juste que ces mecs-là étaient des bons acteurs et qu'il les a pris vraiment pour leur charisme, pour la qualité de leur jeu et pas pour délivrer un message politique. Mais après,
le fait de faire ça, même inconsciemment, ça participe quand même quelque part. Il y a toujours eu des côtés politiques aussi dans ces films par la suite aussi. Après, donc c'est venu un peu. C'est peut-être venu un peu. Enfin, moi je vois ça, c'est venu un peu plus tard, il me semble. Un peu dans les premiers, un peu ça. Au bout de 3-4 films, il y a déjà. Enfin, moi déjà dans New York 97, ça commence déjà à avoir des remarques politiques. Donc. Oui, c'est vrai. Et pourtant, c'est un film qui est assez tôt dans sa carrière. Je pense que même c'était peut-être inconsciemment que effectivement. C'est ça. Pour moi, il fait les choses inconsciemment. Il y a des choses qui viennent inconsciemment. C'est pas un réalisateur qui met de lui, quoi. C'est inconscient. Il se pose pas de questions. Et c'est pas un théoricien du cinéma. C'est pas un mec qui va être obtus sur des trucs. Il a vraiment une vision un peu singulière de la manière de faire du cinéma. Et sur ce film-là, on est quand même sur un combo qu'on va retrouver pas mal de fois dans la carrière. C'est qu'il est à la fois réal, scénariste, compositeur et monteur du film en plus. Ah oui, aussi, putain. C'est pas là la première fois du coup qu'il a signé la BO ou il avait fait sur Darkstar aussi? Sur Darkstar, si, il a fait la musique aussi. Donc dès le départ, il est dans la composition parce que c'est quand même. Faut voir que. Payer un compositeur, ça coûte cher. Bah ouais, alors que tu peux avoir un petit synthé, faire un bloup. Oui, et pour le coup, Asso, c'est vraiment celui qui a posé le style Carpenter au niveau des bandes son qui sont encore vachement connus maintenant. Ouais. Vraiment à base de grosses basses et de lignes de synthé extrêmement planantes qui donnent une atmosphère vachement bizarrement onirique pour un truc aussi terre à terre. Carrément. Oui, c'est vrai. Mais ça marche avec beaucoup de ses films en plus. Oui, après il l'a refait sur tous, et ça a toujours marché. Ouais. Et maintenant John Carpenter, il est aussi connu en tant que musicien, tellement ça a été repris avec l'émergence de toute la scène synthwave maintenant il rend hommage de plus en plus, et du coup il y a de plus en plus de gens qui se remettent à écouter ce que faisait vraiment Carpenter à la base, et il a pratiquement autant d'aura pour ses films que pour sa musique. C'est complètement un angle d'attaque possible d'étudier la carrière de Carpenter sous le jour de la musique, c'est clair. Et puis même par rapport à la question qu'on se pose au final, là, c'est de se dire est-ce que le fait que pas mal de gens redécouvrent sa musique aujourd'hui fait pas que les gens derrière vont voir les films et étant tellement envoûtés par la musique disent du coup les films sont géniaux. C'est possible, mais sans avoir ce recul nécessairement. Pour moi, c'est pas typique de notre époque parce que déjà des mecs comme Tarantino étaient complètement fans de Carpenter et il est clairement pas de notre époque. Il a commencé à faire des films avant l'émergence des années 80. Tarantino est fan de beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Tarantino, ses films, c'est des compiles, quoi. Ouais, Tarantino, il a quand même récupéré les musiques pas utilisées par The Thing pour un de ses derniers films. C'est un fan, mais c'est quand même un mec qui... Ouais, c'est un fan avec plein de thunes qui a envie de faire des trucs. Bah ouais, mais... moi, je serais un fan de quelque chose avec autant de thunes que lui, je ferais des trucs pareils. Évidemment, tu vois, c'est trop bien. Ah bah oui. Pour moi, c'est pas un défaut, hein. Moi, je sais que si je faisais du cinéma, moi aussi, je serais très référentiel. Et c'est évident. C'est logique pour moi. Bah bien sûr, il faut te faire des références avant de pouvoir faire de l'art de n'importe quelle manière, que ce soit du cinéma, de la musique, de la photo ou quoi que ce soit. Tu te forges des influences avant de faire quelque chose, donc forcément il y a des références dans ce que tu fais, c'est évident. Évidemment. Est-ce qu'on a encore des petites choses à dire sur Asso? Sur Asso, je pense qu'on peut passer à la suite. On va passer à la suite, mais j'ai quelques petites anecdotes justement qui vont nous permettre de passer à la suite. Il faut savoir que sur ce film, John Carpenter rencontre une nana qui devient sa petite amie en la personne de Debra Hill. Ah oui. Et Debra Hill, c'est la personne qui va coproduire le prochain film de John. Donc déjà, en tant que au niveau lien, et d'autres après. C'est une collaboration artistique qui va durer pendant des années, des années, qui va être interrompue, qui va reprendre. C'est un peu les hauts et les bas, mais toujours sur le rythme un peu de la vie de Carpenter justement. Tous les films où il y a eu des rebonds, elle a toujours été là. Pour finir vite fait quand même sur Asso, on a un budget qui est estimé à $100 000. J'ai pas du tout trouvé les recettes par contre. C'est le seul film sur lequel j'ai pas du tout trouvé combien il avait fait. Il y a eu 3 entrées. Mais apparemment, pas un gros. Vraiment pas un succès aux États-Unis. Comme d'hab, quoi. Mais par contre, en Europe, il marche plutôt pas mal. Il a rien rapporté, mais il a rien coûté à côté de ça. Parce que oui, c'est ça. $100 000, même à l'époque, c'est rien. Même à l'époque, c'est rien. Et ça se voit pas spécialement à l'écran, à part du coup qu'il y a vraiment très peu de lieux différents qui sont explorés, mais ça se voit ni dans l'image, ni dans les acteurs, ni dans la réal, ni rien. Bah c'est normal, tout le monde est dans le noir, donc ça se voit pas. C'est vrai que c'est pratique. Je sais pas, parce que moi j'en ai un souvenir quand même assez lumineux de Asso pour le coup. Franchement, la fin dans la prison, une fois qu'ils ont fait péter le courant... Oui, bah là il y a plus rien, mais même l'approche des mecs, ils sont tout le temps voilés dans le noir. Ils sont voilés, mais il y a une ambiance qui est déjà celle qui sera celle d'Halloween, qui sera celle de The Fog, déjà une menace un peu très abstraite, quoi. Très abstraite la menace. C'est de la débrouille, mais en même temps ça sert le propos, quoi. C'est ça.
Mais du coup, en fait, après Assaut, il a quasiment aucune proposition en fait de Carpenter parce que son film a pas bien marché aux États-Unis du tout. Mais il a eu un coup de bol quand même, c'est qu'il rencontre au Festival de Londres un mec qui s'appelle Irving Yablans. Et ce mec-là possède une petite boîte de distribution de films et il trouve pas de films à diffuser en fait. Personne ne veut lui passer de films pour faire la diffusion. Et donc il décide ce mec-là de se mettre à faire justement de la prod et de produire lui-même ses propres films avec un pote à lui qui s'appelle Mustapha Akkad. Ah oui. Qui est... Mustapha 13-12. Après tu peux très denté, hein. Tu peux rire. Mais ce mec-là c'est le type qui aura fait toute la prod de toute la saga Halloween. Oui, par contre, Tout lui, ses fils, machin. Non, je m'y attendais pas du tout. Ah fallait être prêt. On ne l'était pas. Et du coup, en gros, Irvine, sa fille est super fan d'Assaut. Elle a adoré le film. Et du coup, elle le convainc d'aller rencontrer ce jeune réalisateur, John Carpenter, et lui proposer de faire un film. Et du coup, Irvine, il arrive avec son idée en disant j'ai envie de faire un film où un tueur, parce que les États-Unis, il y a beaucoup de serial killers, machin, tout ça, dézingue des babysitters. On a les babysitters, tout le monde des États-Unis a déjà connu une babysitter, quoi que ce soit à l'enfance, plus tard, machin, tout ça. Ça peut parler à tout le monde et on part là-dessus, quoi. Et c'est également lui qui a trouvé le titre et du coup le moment de l'année où le film allait se passer. Du coup, 1978. Et nous voilà sur du bon gros culte sa mère là. Là on est sur un putain de classique, on est sur un film qui a, on peut le dire, je pense, changer le cinéma d'horreur. Ah, c'est un des plus gros marqueurs de l'histoire du cinéma d'horreur. Il y a Il a créé un genre à lui tout seul, quoi. Alors, créé... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, il est arrivé en disant maintenant, les Ça ressemble à slashers, ça. ça ressemblera à ça. Le tueur, ça sera fait de cette manière-là. Parce que ce qu'il y avait avant dans les slashers, c'était des trucs genre Black Christmas qui est reconnu comme étant le premier slasher de l'histoire. Mais Après, il y a débat parce qu'il y a la baie sanglante de Mario Bava qui est considéré je parlais comme juste des slashers, mais il y a aussi tous les giallo avant de Mario Bava, Dario Argento et les cinéastes italiens moins connus. C'est un peu différent quand même. C'est différent, mais il y a vraiment la même approche. Il y a des similarités, mais c'est du tueur, des meurtres, etc. Mais en fait, je trouve que les slashers sont plus fétichistes déjà globalement. Et surtout, le cinéma italien, il a vraiment une autre manière de présenter les trucs. Oui, c'est ça, c'est pas du tout la même esthétique après. Black Christmas, il a débarqué en 74, si je dis pas de conneries. Exactement. Parce que là, par Bob contre, Clark, si vous l'avez pas vu que ça vous intéresse, il y a un remake qui est sorti cette année. Le remake est pas terrible apparemment, mais si vous voulez voir l'origine du slasher, Black Christmas, c'est pas mal. Black Christmas n'a vraiment pas vieilli. C'est pas mal du tout. C'est le truc que je trouve vraiment assez cool. Par contre, le tueur est vachement plus caché, on va dire, et vraiment dévoilé à la fin. Et il fait pas figure de menace permanente, c'est plutôt... il est plutôt présenté comme... Ouais, c'est même plus un fusil de Tchekhov qu'autre chose, pratiquement. Parce qu'on voit qu'il est instauré dès le début, il fait des trucs un peu cachés partout, et à la fin, ça pète. Halloween, c'est pas du tout cette approche. Non, c'est pas la même Tu te prends la scène d'intro dans la tronche, en 78, les gens, ils étaient pas prêts. Ah oui, non, c'est voilà. Non. Je veux même pas raconter cette scène d'intro. Si vous l'avez pas vu, foncez. C'est culte. C'est culte, c'est le genre de film. Si on s'intéresse un minimum au cinéma d'horreur, c'est un film, un must-see, je pense. Il faut foncer dessus, c'est très très bon, même encore aujourd'hui. Le film est froid, quoi. Le film est d'une froideur assez incroyable, c'est brut, quoi. On prend pas de gants pour te montrer, le mal, quoi. Le mal à l'état pur. Il y a beaucoup de manières. Il est beaucoup abordé dans le film par le rôle de Donald Pleasence, qui est son médecin. Oui. Le médecin du tueur. Qui répète à l'envi pendant une longue partie du film que Michael Myers c'est un malade absolu, qu'il faut qu'il soit enfermé toute sa vie, parce que sinon il va tuer tout le monde hors de la société, parce qu'il va tuer tout le monde sinon, quoi.
Oui. Et bon, bah, spoiler, c'est ce qui finit par se passer. Hein. Oh, qui serait attendu les gens qui meurent dans un slasher. Je suis pratiquement sûr que la dernière survivante, ça sera une femme et qu'elle va hurler, tiens. Ah bah c'est le film qui place toutes ces idées-là, justement. C'est le film qui a le concept de Final Girl, ça vient même de Halloween, je crois. Ouais, il me semble. Ouais. Il me semble, mais ce qui est rigolo, c'est que plus tard, la Final Girl est vraiment une nana qui c'est comme on voyait avec la cabane dans les bois la dernière fois. C'est la nana qui boit pas, qui ne fait aucune connerie, qui n'est pas du tout intéressée par le sexe, machin. Et sa mort est optionnelle. Et sa mort est optionnelle. Mais là, par exemple, Jamie Lee Curtis est vraiment pas tout à fait dans cette optique-là, parce que tu la vois pendant tout le film, elle fume des joints avec ses copines, quoi, quand même. Elle est quand même elle aussi une mauvaise fille. Ouais, oui. Ça se voit comme un lecteur qui s'appelle la cave. Hein. Voilà, tout de suite. Oh là là, on va avoir des problèmes. Déjà. Macron, si tu nous écoutes. Oui. Et le truc qui est vachement intéressant, je trouve aussi, avec Halloween, c'est que bizarrement, c'est le premier film qui a défini tout ce que pouvaient être les slashers. Et il a vachement mieux vieilli que des slashers sortis 20-25 ans plus tard. Ah bah ça c'est clair. Alors concrètement, tu prends tous les vendredis 13 fin années 90, 2000, semblent plus datés que Halloween, parce qu'en fait, l'avantage de Halloween, c'est qu'en plaçant son méchant comme étant vraiment une incarnation du mal absolu et pas un être humain ou quoi que ce soit, ça en fait quelque chose de complètement intemporel au niveau du concept. Et du coup, qui marche à absolument toutes les époques. Et du coup, alors, les suites d'Halloween, en tentant d'expliquer sa jeunesse, blabla, ont complètement fait perdre ça. Donc on peut aussi considérer Halloween comme étant juste une entité et juste un seul film, si jamais on s'intéresse vraiment purement à la mythologie. À la rigueur, on peut regarder le 2, parce que le 2 porte encore beaucoup la... Bah, il est écrit par Carpenter, déjà. Puis il garde l'esthétique. Et en même temps, c'est la suite directe. Voilà. 3 minutes près. Il n'y a pas beaucoup plus d'explications, en fait, sur ce qui est Michael Myers. Il y a 2-3 petits trucs, vraiment, histoire de justifier d'éléments scénaristiques, mais en dehors de ça, le 2 reste encore très potable. Ouais. Parce que ça, c'est un des seuls, c'est vraiment un tueur emblématique dans le sens où on ne connaît pas vraiment ses origines, mais le but c'est qu'on ne doit pas les savoir, parce qu'il représente une entité. Alors que tu prends un Jason, un Freddy, un machin, là on va direct tout coller sur le background, et après ça... Je sais pas du tout comment finir cette phrase. J'ai complètement perdu le fil de mes pensées au milieu parce que j'ai parlé de Freddy en plus alors que je voulais juste faire la comparaison avec Vendredi 13 à la base. Mais du coup, si on rajoutait Freddy dans l'équation, vu que c'est un excellent film, ça marche pas. Quoi, les Vendredi 13 sont excellents quand il a un sac à patates sur la tête dans le 2 Vendredi 13, ça dépend. Vendredi 13, c'est vraiment Halloween, mais en débile. Voilà, et bon, faut savoir que même le réalisateur de Vendredi 13 dit que son film c'est pas du cinéma, que c'est pas de l'art, c'est de la merde. Bah, je trouve les deux premiers pourris, et par contre c'est vers le 3K. Non, le 3 c'est encore de la merde. Le 3 c'est nul encore. Ouais, j'aime bien, comme je crois que c'est le Fast and 6, Furious, c'est Jason X voilà. que j'aime bien. Bah en gros ça part sur nous, c'est juste des meurtres Jason complètement X. cons, mais on n'est pas du tout... Ouais, donc Jason X c'est un nanar, mais il est jouissif. On l'a revu il y a pas longtemps. On l'a revu il y a pas longtemps, c'était un peu c'était compliqué quand même. quand même. Pas fou, hein, franchement. J'ai eu un peu de mal, mais je suis peut-être pas dans le bon mood. Enfin bref, Ouais, on n'est mais pas là, si, on c'est n'est pas bon, là, on on a n'est bien pas là rigolé pour par parler de Carpenter. chansons. On a quand même bien rigolé. Alors en même temps, quand on parle d'Halloween, Jason il est pas très loin. Parce que Jason c'est quand même vraiment c'est la version débile de Michael Myers, c'est tout. C'est en fait. Ouais, prends- pourtant il est déjà pas bien intelligent. hein. Bah Michael Myers il a Michael rien. Myers, tu rigoles ou quoi Michael Myers il a rien. On a vu le même film. Il est quand même malin, il fait bien son truc. Oui, enfin oui, il est malin. Il marche vite. Le mec, il s'est fait enfermer à 6 ans, et quand il ressort 15 ans plus tard, il sait conduire. Moi, je trouve qu'il est malin. Putain, c'est vrai que je fais. Quand même. Non, par Désolé, contre, hein. Puis la petite mise en scène à la fin, avec la pierre tombale de sa sœur et compagnie, moi je trouve ça plutôt vrai, costaud. Hein. Le mec a bien pensé sa mise en scène. Hein. par contre, Bon réalisateur, En boitant, Michael mais Myers. il a- moi, ce que je peux lui Moi, ce que je lui ai accordé, c'est quand même. Genre la première scène avec le jumpscare au niveau du buisson, quand tu vois vraiment apparaître, il est là au milieu de la rue, puis il disparaît le temps d'après. Là, après, ça devient tellement. Ça devient un peu, entre guillemets, cliché sur tous les films d'horreur où ils nous font ce coup-là. Bah, c'est cliché parce que c'est lui le premier à l'avoir fait, C'est quoi. vrai. Et Comme puis, beaucoup de films de Carpenter. Je trouve que là, déjà, même rien que pour le premier, il en faisait un peu trop. Là, tu sais, c'est quand tu vois la meuf dans sa cuisine, puis genre de dos tu le vois, puis genre tu le vois plus, puis tu le revois, tu le vois plus et tout. Genre à un moment. Bah, c'est sûr que ça fait dater, mais quand tu remets dans le contexte en 78, c'est vrai que. Bah, ça fait dater, mais c'est parce que c'est daté. C'est ça. daté, Et ça a surtout été que- refait 1000 fois, mais c'était lui le premier. Ça fait quand donc, même. c'est vrai que. Bon, bah là, je sais Ah pas, bah, on est en c'est- 2020, ça fait 50 ans. C'est probablement le c'est film vrai qui s'est que- le plus fait sucer jusqu'à la moelle par l'intégralité des cinéastes d'horreur qu'on suivi. Ouais, c'est clair. Donc du coup, et bizarrement, même en le revoyant maintenant, et ben il fait pas si cliché. Bon,
Non, il fait film inspiré de John Carpenter, quoi. Ouais. Non, mais c'est tous les tips and tricks qui ont été utilisés par tous les réalisateurs depuis 50 ans et que on les a tous déjà vus dans 1000 autres films, mais voilà, c'était le premier, donc à l'époque ça défonçait, c'était complètement nouveau. Il n'y avait pas de sang, ou juste dans la scène d'intro, tout le reste c'est de la grosse atmosphère pesante et des bruits de porte et des bruits de vent qui soufflent et des apparitions et des disparitions. C'était un truc, c'était du jamais vu, c'était vraiment une nouvelle mise en scène. Juste qu'il y avait des trucs plus réussis que d'autres à ce niveau-là. Ah oui, après. Après, c'est évident, on peut pas non plus faire un film parfait. Mais moi je trouve que l'ambiance, on peut faire The Thing. Voilà. On en reparlera. Voilà, donc du coup on en est à 3 films. La question était, est-ce que John Carpenter mérite son statut de culte? Et je pense qu'on peut déjà répondre oui. Oui, parce que Halloween. Il a fait Halloween. Déjà. Il a fait Halloween. Le gars, il a typose sur le cinéma d'horreur comme rarement on a vu. Il a posé ses couilles sur le front de l'intégralité du truc et complètement redéfini le game. Est-ce que c'est un cinéaste culte? Quand on a sorti un film aussi culte, tu l'es forcément. Exactement. Je pense que t'as très bien résumé le truc. On va passer sur des trucs un peu plus factuels, histoire de se rendre compte un petit peu de... C'est quoi le succès d'Halloween? Alors déjà, Halloween, c'est 325 000 $ de budget. On a triplé le budget par rapport à Assaut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Halloween, en recette mondiale, c'est 70 millions $. Allez, prends ça dans ta gueule, Paranormal Activity. Jusqu'à Blair Witch Project, c'était le film indépendant ayant fait le plus gros bénéfice de l'histoire du cinéma. Et donc du coup, ça allait quand même rester un petit moment, sachant que Blair Witch est sorti en 98, je crois, donc c'est 30 ans. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, 30 ans. 30 ans. Après, ce qui est un peu malheureux pour John, c'est qu'il a pas touché grand-chose apparemment sur le succès de ce film. Il s'est un petit peu fait entuber par le fameux Mustafa Akkad. Ah, je savais que c'était de la faute d'Akkad. En gros, il le tenait un peu, il l'a un peu forcé à travailler sur le 2, le 3 et ainsi de suite. Enfin voilà, il y a eu 2-3 petits trucs pas cool à ce niveau-là. Au niveau de l'argent. All Aka bar Bastard? Non. Tu me donnerais un Aka écrit entièrement. Du coup, pour continuer dans le factuel, le film évidemment, on en a parlé un peu, mais lance la saga Halloween. Grosse saga, hein. Grosse saga, très inégale. Mais grosse saga. Trop de films dedans aussi, non? Il y en a pas tant que ça. Il y en a au moins une 10, non? De base, il y en a 6, on va dire, dans les chiffrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais après, après arrive 20 ans après, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs. Oui, c'est comme American Pie. Il y a ceux de Rob Zombie. Je veux dire, pas pour ça, et j'en ai au moins 8, c'est quand même beaucoup. Ça fait déjà pas mal. Au bout d'un moment, là c'est ça, on est presque à 10 films. Avec les nouveaux qui sont sortis, les 2 qui vont arriver. Il n'y a que Star Wars qui a plus de films dans une saga, c'est quand même pas mal. Non, mais vendredi 13, il y a Hellraiser. C'est vrai. Hellraiser, oui, il y a combien? Il y a 50 films? Non, je crois qu'il y en a 10, dont 3 qui se regardent. Voilà. C'est déjà un bon ratio. 3,5, allez. C'est un bon ratio. Ce film marque les débuts de l'actrice Jamie Lee Curtis, qui est là dans son tout premier rôle. Il faut savoir quand même, parce qu'on parlait des éventuels pré-slasher avant Black Christmas ou Halloween. Moi, dans les pré-slashers, j'aurais presque tendance à vouloir mettre Psycho de Hitchcock. Et il faut savoir que Jamie Lee Curtis est la fille de Janet Leigh, qui est la Scream Girl de Psycho. Exactement. Donc voilà, la boucle est bouclée encore une fois. Beaucoup de boucles qui se bouclent et qui s'entremêlent, c'est génial. Et du coup, énorme succès. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait un énorme succès? On passe sur un autre film et on essaie de refaire un peu le même succès. Et du coup, là, on passe sur The Fog en 1980. Alors moi, j'ai quand même vu The Fog. Alors juste avant ça, j'ai quand même une petite anecdote sympa sur Halloween. Je t'en prie. À la base, le rôle de Donald Pleasence, qu'il a d'ailleurs accepté juste parce que sa fille était fan de la BO d'Assault, ça devait être John Carpenter avait approché Christopher Lee. Qui a refusé parce que pas assez d'argent, et ensuite il a passé toute sa carrière à s'en mordre les doigts et dire j'aurais vraiment dû jouer dans ce film, en fait ça aurait défoncé. C'est vraiment con pour un mec qui a joué dans Les Rivières Pourpres 2. C'est quand même dommage. Oui. Surtout qu'il a cachetonné, putain, Christopher Lee, il aurait pu y aller là-dessus, quoi. Mais ça payait pas assez, donc il a pas voulu le faire, mais en fait, il aurait bien dû. Et ça aurait eu vachement de la gueule, enfin, je veux dire, Christopher Lee dans Halloween. Bien sûr.
Et du coup, Enfin voilà, Fog. voilà, j'en reviens à The Fog. Qui l'a vu du coup, The Fog? Il a vu The Fog. The Fog. Je l'ai regardé de travers, celui-là, franchement. Non, voilà. Moi, je sais pas vous, mais moi, c'est clairement pas un des meilleurs. Mais moi je voulais le regarder parce que justement. C'est pas un des pires non plus, mais j'avais vu qu'il était hyper bien, qu'il continue vraiment les thèmes de Carpenter, mais je l'ai pas eu le temps de Je voir. crois qu'il fait partie des films de Carpenter qui ont eu des énormes soucis de production et qu'il a été refait pratiquement intégralement par rapport à une première version qu'il y avait. Donc il a eu des gros problèmes de réécriture de script, de scènes retournées, et du coup la version finale du film n'a strictement rien à voir avec celle qu'il avait au début. Je crois qu'il a eu pas mal de succès en son époque, et du coup ça a beaucoup surpris les producteurs qui s'attendaient à un naufrage total vu le bordel total qu'a été la production. Moi, oui, ça a été un bon succès, quand même 1 million de budget, on a encore passé un level sur le budget. Non, c'est le premier million, c'est pas mal. 20 millions de recettes. C'est très honnête. C'est même un bon succès rapporter 20 millions pour un film, c'est pas ouf, mais faire x20, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Bah ouais. Parce que c'est quoi, c'est un an après The Fog, c'est 79 il me semble. C'est 2 ans après. 2 ans, 80. Ouais. Oui. Je le trouve pas désagréable, mais il a le même problème de rythme que peut avoir Asso, je trouve. Et il est vraiment en plusieurs parties. Ouais. La mise en place. Il y a des parties intéressantes et il y a des parties très très chiantes, quoi. La mise en place est interminable, alors que dès la première seconde, tu sais où ça va. C'est ça, c'est ça le souci. Parce que dès la première scène, le vieux t'a tout expliqué. Il t'a expliqué que quand la brume arrive, et ben il y a des pirates. Voilà. Grosso modo. Oui, voilà. Des pirates avec des bonnes grosses diodes rouges à la place des yeux. Voilà, c'est ça. Vraiment cheapos sa mère. Des pirates qui sortent de l'eau, quoi. Je m'étais demandé aussi à l'époque si ça avait un lien avec la nouvelle brume de Stephen King. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en commun avec la brume qui se rapproche et les créatures modélisées dans la brume, et en fait Brume est sorti 3 ans après. C'est ce que j'allais dire, je pense qu'en termes de date ça collait pas. Voilà. Mais... Non, parce que j'ai vu que du coup Fog il était inspiré d'une autre histoire avec des monstres cachés dans les nuages, je sais plus ce que c'était exactement. The Mist, c'est Brume. Ah oui, c'est lui donc. Ouais, mais qui est une nouvelle de Stephen King avant d'être le très très bon film de 2006, qui est une adaptation ultra littérale d'ailleurs pour le coup. Parce que j'ai lu Brume il y a pas longtemps. Sauf la fin. Sauf la fin du film qui est pas du tout la même que celle de la nouvelle. Qui est beaucoup plus sombre. Et que Stephen King lui-même a dit j'aurais dû y penser, cette fin est tellement mieux que la mienne. Exactement. Voilà. Franck Darabont, big up. Ouais. Trop bon film. Oui, mais du coup Fog, ouais, Fog je l'ai vu. Je me suis dit ouais, c'est Carpenter. Bon, alors là on attend 1 heure que la brume arrive, fait ouais, il y a de la brume, ouais, il y a des pirates, fin, générique, d'accord, certes. Qu'est-ce que c'est pas vraiment pas le film le plus intéressant, il y a 2-3 petites anecdotes rigolotes dessus, mais en dehors de ça... Il se regarde, mais on s'en fout complètement. C'est ça. C'est pas un film très marquant, ça a été, c'est les films qui ont un succès dans leur époque, mais qui résistent pas à l'usure du temps, quoi, en fait, vraiment, qui dans l'ensemble, en fait, tu dis bon bah voilà quoi, après Halloween, fallait faire un autre film d'horreur, et puis bah voilà, c'est tombé là-dessus. Surtout quand on voit les 2 gros monstres entre lesquels il est situé. Bah voilà, c'est ça, parce que le film qui arrive juste derrière, c'est un peu pas le figure quoi. Voilà, ça picote ouais, légèrement. Mais bon, j'ai quand même encore 2-3 petites anecdotes. Les anecdotes de Mesgo. C'est ça le nouveau générique. Montoya. Oh, t'as fait sauter le truc là. Fais-les plus doux, c'est Montoya. Montoya. On mettra de la réverb. Montoya. ASMR Montoya. Allons-y les gars, plein d'ASMR. Bon, on a été sur les anecdotes de Mesgo. Deuxième jingle. C'est ça. L'anecdote la plus cool. Vas-y, ouvre ta bière maintenant. Voilà. Allez hop, on est bien. Je vous parlais tout à l'heure du fait que Janet Leigh, qui avait joué dans Psycho, était la mère de Jamie Lee Curtis. Et ben dans ce film-là, les deux sont réunis à l'écran. Les deux sont réunis à l'écran. C'est quand même plutôt notable de la part de Carpenter qui, en fait, quand il a casté Jamie Lee Curtis, ne le savait pas. Elle était la fille de Janet Leigh et il l'a découvert sur le tournage d'Halloween. il a trouvé ça super cool. Oh, putain, c'est génial. Argument de vente parfait pour ce film. C'était vraiment mes filles, genre dans la vraie vie. Wow. Ça, j'ai un peu de mal à y croire quand même, franchement. Bah, apparemment, si, c'est Debra Hill qui l'a découvert plus tard en fait, en faisant des rapprochements par rapport justement à Janet Leigh. Tu dis, what? Vu qu'elle a pas le même nom, c'est pas Jamie Lee L-E-G-H Curtis, c'est Lee L-E-E quoi. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, ça, même orthographiquement, ça passait pas du tout. Enfin, impossible de le savoir si tu n'avais pas l'info ou quoi que ce soit. Donc voilà, premier petit truc. Pour revenir encore sur Hitchcock, le bled où se passe
où se passe Fogg, Ah, c'est celui et bah c'est le oiseaux, même des oiseaux ça que celui Ouais. des oiseaux. J'ai plus le nom du bled. Attends, est-ce que je l'ai noté? Le multivers, il y a à la fois des pigeons et des pirates. Antonio Bay. Antonio Bay. Ah, la fameuse ville d'Antonio Bay, c'est vraiment réputé pour son dinners. Son Je sais dinners. pas. Sans doute. Ouais. Non, ça a l'air nul comme ville. Ouais, ça a l'air un peu Ouais. pourrave quoi. C'est très Stephen King ça comme approche de se faire passer plusieurs films un peu du même genre dans un même lieu récurrent mais sans que ça ait de lien vraiment. Bah c'est ça. Bah, de toute façon, je trouve qu'il y a quand même sur quelques aspects dans la film de Carpenter du King hein, quand même. Et en plus il y a Bah, même je une sais pas, adaptation. Christine, quoi. Aurait-il adapté du Stephen King? Aurait-il fait un film qui parle de Stephen le King? suspense hein, juste après. Et il faut savoir que sur le tournage de ce film, il rencontre aussi sa première femme, Adrienne Barbeau, qui est l'actrice principale du film. Et qui est une très bonne actrice, que moi perso j'adore, que j'avais découvert dans Creepshow, dans le segment de la boîte. Pour ceux qui ont vu Creepshow. La boîte, Putain, c'est quelle c'est la meuf immonde de l'autre type là. C'est ça. J'aime beaucoup ça. Elle est dans le générique de notre émission. C'est elle qui ouvre le générique de notre émission. Le segment avec la boîte, c'est lequel déjà? C'est celui où il découvre une boîte sous un escalier Avec un singe dedans. qui a une espèce de monstre d'une expédition arctique. Et elle, c'est la femme du mec qui est tout le temps en train de dire Henri, t'es vraiment qu'un connard. Tu sais à rien. J'ai découvert ça complètement à l'arrache en achetant le DVD. Ferme ta gueule ou c'est quoi dans le générique? Ouais, Montoya. Vous écoutez les génériques, les premiers mots, c'est Adrienne Barbeau. Tout mon amour. Voilà. Et en plus, c'est la femme de Carpenter, je le savais pas avant de... La première femme de Carpenter, je le savais pas avant qu'on fasse l'émission. Très belle découverte. C'est le début de ces fétiches d'acteurs récurrents qui reviennent dans plein de films. Bon, de toute façon, il a plein d'acteurs qui font des allers-retours dans Ah, ses films. c'est C'est assez impressionnant. Mais il fidélise, hein. Il est assez fidèle hein, quand même. Ouais, c'est le genre Les de équipes réal, qui tournent avec lui, c'est souvent les mêmes. Et il y a beaucoup de gens qui bossent qui souvent avec lui. reviennent sur plusieurs films. Il doit être plutôt sympa, John, pour qu'on revienne comme ça souvent. Bah, faire ces trucs. il a l'air plutôt sympa. Bon, dis, on l'appelle, on fait un film avec lui? Vas-y, Je suis chaud. vas-y, on se l'attend. Et on fait une suite à The Ward. The Ward 2 dans l'espace. The Ward of Mars. Avec Jason. Ouais. Bon, on va repasser sur des choses un peu plus Carpenter. Et puis là, un on peu va plus passer Carpenter. sur. Et là, en plus, on passe sur vraiment des... Là, on est parti pour une sur heure du de grand discussion. classique. Et là, on perd pas de temps, hein. C'est un an après, New York 97, Escape from New York. Ah. Et l'arrivée dans l'univers carpenterien d'un acteur que je pense on aime tous beaucoup ici, un monsieur qui s'appelle Kurt Russell. Ah, de ouf. Ah, Kurt Russell, le Snake beau Kurt, Plissken. l'incroyable. Ah bah là il a Kurt Russell. débarqué et là il va en enchaîner du culte hein. Ah, ouais. Là, il a trouvé son âme sœur avec John Carpenter. C'est ça. Ou John Carpenter a trouvé son âme sœur. Ils se sont trouvés. Oui, c'est ça. C'est une belle histoire. si beau. Une belle histoire qui commence. Ouais. Dur 97, là par contre je suppose que la question est-ce que vous l'avez vu elle se pose même pas. Non, c'est je pense oui. pas. Voilà, ça c'est du vu, du revu. Comme on en discutait avec Simon juste avant l'émission, moi depuis 2 semaines, j'ai la musique au réveil dans la tête. Donc tout de suite. Ça me suit, ça me hante. Bon, du coup, faut voir que on est là encore sur un film mythique. Donc, pour reprendre la question, est-ce que John Carpenter est un réalisateur culte? Avec ce film-là, on peut quand même dire que. Alors, on va oui. dire. Tu peux pas ne pas être un réalisateur culte et avoir réalisé autant de films cultes. Parce que sinon, il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Surtout qu'on voit ce qui suit juste après. Ouais. Oui, bon, mais... Parce que là, on est sur 5 films et t'as déjà 2 films ultra cultes. Oui, quand on va arriver à 10, on sera à 8 du coup. Voilà, c'est ça. Plus ou moins. Mais du coup, New York 97 avec Kurt Russell, comme on l'a dit, vraiment un acteur incroyable qu'on va retrouver dans plusieurs films de Carpenter. On a Lee Van Cleef, qui est quand même pas n'importe qui est quand même la brute, du bon, la brute et le truand. Ouais, un petit monsieur. Un petit monsieur.
On retrouve Donald Pleasence, qui jouait le docteur dans Halloween, donc Qui est de encore un retour. acteur là, qui est de retour, et Le pour jouer, multivers. et pas pour jouer n'importe qui, attention, monsieur joue le président des États-Unis. Oui, ce qui est quand même, qui a une performance en plus incroyable dans ce film-là. Exactement. Vraiment, Ah bah oui, très très bon. le Très, mec s'est très bon. apparemment inspiré de ses vrais problèmes d'emprisonnement à la guerre, etc., de ses vraies expériences pour jouer toutes les scènes où il est enfermé dans New York et qui se fait un peu bolosser, hein, très clairement. Oui, bah, voire même carrément bolosser. Ouais. Disons-le clairement. On Mais est bon, sur du quelque part- bolossage en règle. Quelque part, est-ce qu'il mérite pas un peu Peut-être un petit peu. Bon, je termine là-dessus en disant qu'il y a aussi Adrienne Barbeau qui rejoue dans le film. Alors, Hein, voilà. bien évidemment, là, la femme du patron. Ah bah, Et on a aussi un Isaac Hayes. Donc, je sais pas si vous voyez qui c'est Isaac Hayes. Mais Isaac Hayes, c'est le monsieur qui fait la voix de chef dans South Park. Qui est un chanteur un peu à la Barry White. Oui, c'est un chanteur de soul, ouais. C'est ça, et il joue dans ce film-là, et il joue un des alliés de Snake Plissken une fois qu'il est dans New York. Pas du Il tout me capté. semble que c'est lui qui C'est le type dans le théâtre, hein. Il me semble que c'est le type dans le théâtre, en effet. Ok. Il me semble. Ta tête me dit quelque chose. Comme à chaque fois que quelqu'un le croise. Oui, bien sûr. Bah, c'est Appelez-moi Snake. le running gag. Appelez-moi Snake. Mais du coup, Vraiment voilà, Snake, là on est vraiment sur du gros classique, comme on le disait. Pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire de New York 97, en gros, bah, c'est le président des États-Unis dans un monde où New York est devenu une gigantesque prison à ciel ouvert. Oui. Et ils ont capturé le président et ils doivent envoyer un soldat d'élite pour aller le chercher, pour s'infiltrer et C'est pour ça. faire la bagarre. C'est ça. Et il décide d'envoyer du coup le fameux Snake Plissken, qui est Un légende, anti-héros. un anti-héros, mais qui est une légende quand Oui. même. Hein. Même Dans le lore son- du son- film, ah hein. oui, c'est une légende, ouais, tout le C'est monde, vrai. Tout le monde le connaît, ça, sans l'avoir ça vu. se voit encore plus dans la suite, mais Évidemment, tout le voilà. monde le Oui. connaît. Je sais. C'est le mercenaire culte du coin. C'est Voilà. ça, avec son joli cache-œil, sa manie de demander toutes les 5 minutes des clopes à tout le monde. Mais dites donc, est-ce que le héros des Metal Gear Solid ne serait pas inspiré de ce personnage, Jamy Eh bien, j'allais y venir dans les anecdotes. Dis donc. Il faut savoir que Kojima, bah oui, il s'est inspiré complètement de New York 97, parce qu'en dehors de Snake, il faut quand même savoir que tous les premiers Metal Gear, pour illustrer ces personnages, il a pris tous les personnages en fait de New York 97 pour illustrer chacun des personnages qui avaient lieu dans son histoire à lui. Je crois qu'il y a Big Boss ou des trucs comme ça. Bah, il y a des... général. Voilà, c'est ça. Il me semble que par exemple, Ivan Cliff est utilisé dans la gueule de Ivan Cliff est utilisée dans les premiers Metal Gear et compagnie. Il s'est pas trop fait chier en termes de droit, mais moi j'appellerais ça clairement un énorme hommage et c'est superbe quoi. Vu comment Vu la série qu'il a pondue, je pense qu'il peut se permettre d'avoir fait un hommage comme ça. Hein. Et du coup, on peut en déduire que Kojima il a vu New York 97, mais aussi Los Angeles 2013, je pense, et ça me fait vachement marrer. Bah, je pense que quand t'as vu New York Je pense 97, qu'il a vu tout Carpenter. voilà, c'est ça. 20 fois. Il y a des chances. Il doit avoir un tatouage Carpenter, Mais le mec. il faut dire que les effets spéciaux cheap, il les a vus aussi. Oui, Bien sûr. mais le budget pour New York 97, c'est plutôt quoi? Parce que là, pour le coup, Alors le budget, il a encore gonflé. On est à 6 millions de budget. oui, 6 millions, parce que là, contrairement à ceux d'avant qui, même s'ils sont bien réalisés, t'as vraiment l'impression que c'est fait avec de bouts de ficelle, New York 97, visuellement, il claque. Bah, moi, c'est clairement. Carrément. Je l'avais, donc ça faisait partie de ceux que j'avais pas vu avant de commencer à préparer l'émission. Mais clairement, outre le thème qui reste dans la tête, c'est vraiment la photographie du film qui m'a mis sur le cul, quoi. Toutes les scènes dans New York qui sont baignées dans une lumière verte, glauque, qui sont à la limite du cyberpunk, mais sans l'être parce que c'est pas du tout du Et cyberpunk. puis t'as vraiment l'impression d'être dans New York, alors Ouais, que tout est complètement. en matte painting. Oui. Il y a quasiment pas une scène qui est filmée vraiment dehors, c'est un film vraiment fait en ça, et studio, puis quoi. sinon, c'était Ouais. de ce que j'ai vu, des rues d'une ville complètement pauvre et abandonnée des US qui est vraiment cradingue, dégueulasse, qu'ils ont trouvé juste pour le tournage du film et pour pouvoir vraiment avoir les peu de scènes dehors, vraiment des scènes qui soient crassous, quoi, et pas belles. Ouais. De toute façon, vu que le thème de base c'est que New York c'est devenu une prison à ciel ouvert, on pouvait pas faire un New York Non, resplendissant, je sais c'était pas quoi. non. Et faut C'est savoir pas aussi Matrix, que non, c'est et clair. si l'action se déroule à New York, c'est que Carpenter apparemment n'est pas très fan de la ville de New York. New York 97, c'est un film, enfin, ça faisait C'est pas déjà- vraiment un hommage à New York, quoi. Ça faisait déjà 10 ans que son scénario, il était dans les placards, il arrivait pas à en faire quelque chose, c'était déjà une grosse critique de Nixon et du Watergate, parce qu'il a commencé à l'écrire juste après qu'il ait dû démissionner. C'est clairement pas un film
resplendissant, il est sombre, il porte des thématiques déjà qui commencent à être plus engagées. Comme on c'est disait la tout à première l'heure. fois qu'il s'attaque vraiment à un truc Voilà, clairement politique et aussi clairement affirmé. Et aussi qui s'éloigne pas mal du cinéma d'horreur. Exactement, Parce que là, parce que on est là, sur pas- du c'est cinéma pas- d'action. c'est quoi. du Non, cinéma là, d'action, c'est- SF. c'est un pur film d'action années 80, comme il y en avait pas mal dans les années 80, parce qu'on est dans les années 80 évidemment. Mais là, on a vraiment quitté. On n'est pas dans les trucs complètement cons que pouvaient faire Stallone ou Schwarzenegger au tout début des années 80 avant de sortir non. leur gros machin. De quoi tu parles? Mais. Mais en fait, pour moi, on est plus proche de ce que peut proposer le premier Mad Max, mais en version plus urbaine par exemple. Bah, vachement moins chiante aussi. Oh, ce taquet. J'aimerais bien ne pas être d'accord avec toi, mais le premier Mad Max, c'est un film d'1h15 qui démarre au bout d'1h05. Ah, le premier Mad Max, Et où ah tu oui, te fais Blood vraiment and chier, Chrome, il est là, 1h10 quoi. ouais. Ah, il y a les 5 premières minutes, il y a les 15 dernières. Et Entre le deux, reste, c'est même ceux qui chiant. le défendent n'en parlent pas. Voilà. Non, je pense pas. Mais du coup, on est vachement plus proche de cet esprit-là, je trouve, oui, pour un c'est 1h97, parce que il y a vraiment le côté. Il est plus décomplexé aussi, parce qu'on a vraiment un héros badass, mais badass qui s'en bat la race. Bah, puis la performance de Kurt Russell, clairement, joue dans cette direction-là. Hein. Oui. Le mec qui n'a aucune émotion et qui déteste tout le monde et qui s'en bat les couilles de tout. Bah, ça c'est participe au caractère. C'est du un truc. genre de Han Solo, mais qui sera le héros en fait. Ouais, bah c'est Clint Eastwood quoi. Oui, un peu, oui. C'est clairement, il le dit lui-même, hein, je me suis inspiré de Clint Eastwood et j'adore ce qu'il fait, donc je vais faire pareil, je vais pas sourire, je vais faire la gueule et je vais insulter tout le monde, ça marche Et très genre, bien. c'est un de ses premiers rôles en plus, enfin de ses Bah, premiers et c'est vrais les- grands oui, rôles c'est ça, au sorti cinéma. sorti de Disney, etc. C'était ses premières vraies performances. c'est vrai que C'était un child actor de Disney, Kurt Russell à la base, hein, c'était un beau J'avais gosse. complètement oublié ça. Ah non, faut pas l'oublier. Et là, je pense à tous les connards qui nous font chier avec Robert Pattinson dans Batman. Ça va être trop cool, Robert les mecs. Pattinson, Réveillez-vous, ça va être regardez trop The cool. Lighthouse, il défonce par exemple. Réveillez-vous, les The mecs. Lighthouse qui vient de sortir cette année. Réveillez-vous, les mecs. C'est un vrai acteur, Robert Ah oui. Pattinson. Ah Ça fait 10 ans qu'il a arrêté de faire que Twilight. 10 ans. Je préfère le placer. Si vous n'avez vu aucun de ses autres films et que vous vous rappelez Allez-y. pour Twilight, et même avant, personne l'a engueulé quand il était dans Harry Potter. Hein, Si. quand même. Ouais. Oh. Alors que bon, il se fait quand même buter par Doctor Who. Hein. David Tennant, je t'aime putain. On a bien digressé là. On a bien digressé, oui. Mais j'aime bien placer. C'est à ça que ça sert. C'était important de le dire quand même. Quand tu vois ce que ça donne, des trucs comme ça, cette espèce de truc là autour du hey, il a fait ça donc ça va être nul. Bah oui, mais non, on sait pas. Un acteur, il peut être un très Un bon acteur, peut acteur, être mauvais parce qu'il a pas de, et même s'il un a pas de réal. texte, s'il a pas de réal. c'est- Même un réal, hein, les réals. L'inverse c'est pareil, vrai ouais. aussi, ça dépend complètement des gens avec qui tu travailles. Le cinéma c'est collaboratif. C'est ça. Donc, C'est compliqué d'être définitif sur un truc en termes de cinéma. Bah ouais. Prenez le temps de voir les Tu films. peux ne pas et aimer voilà. la performance générale d'un acteur, tu peux ne pas aimer le style d'un réalisateur, mais. Après, je peux comprendre, tu vois, quand t'aimes vraiment pas un acteur, tu l'aimes vraiment pas, y a pas de problème Oui, avec bah, ça. il y, d'accord. a des gens que t'aimes pas de façon épidermique. Mais hein. à un moment, il faut aussi être un minimum objectif dans la vie et se dire bon bah voilà, on peut laisser sa chance à des gens que même on n'aime pas. Même Bah moi oui. qui n'aime pas Tom Cruise, et ben je reconnais que c'est un bon acteur quand même. Bah oui, faut savoir faire la différence entre son ressenti et la performance. Voilà, réelle c'est ça. de Un minimum quelqu'un. d'objectivité. Exactement. Du coup, je suis allé regarder ce que c'était la filmographie de Kurt Russell et qu'est-ce que c'était ses premiers rôles. Et bah, en 1963, il a été crédité sur un film qui s'appelle Les Blondes, les Brunes et les Rousses. Et il joue l'homme qui frappe Mick. Voilà. Le mec, il avait 12 ans, il a débarqué, il a mis une claque à quelqu'un, et voilà. Et après, il est devenu Snake Plissken. Il a mis plein de Ah bah, claques à il a plein de dit, gens. Alléluia. Son premier rôle, c'était de péter des gueules, donc après, il a pété des gueules avec John Carpenter. Et bah c'est très bien. Et on passe au prochain film, parce que du coup, Kurt Russell, c'est une bonne transition. Il y a Norge écrit sur le côté. Un Norvégien alors. Kom daar weg, idioten! Qu'est-ce qui leur a pris de voler si bas et de tirer sur un chien et sur nous? Nous sommes peut-être en guerre avec la Norvège. J'ai personne. Y'a quelqu'un? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu crois que c'est un homme? Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Et combien de temps as-tu resté seul avec lui? Je crois que Blair ne tourne plus rond. Vous allez lui laisser le commandement sans savoir s'il n'est pas une de ces choses? Je ne sais pas à qui me fier. Alors là, mes amis, là on attaque une pièce de boucher. La pierre angulaire. Ah là, c'est la souris d'agneau, tu vois. Le truc XXL dans la carrière du bon vieux John. Là, on attaque vraiment le film. Le tacos 3 viandes supplément fromage, quoi. Exactement. Vous savez très bien de quoi on va parler. Là, on est en 1982. C'est la sortie de Vampire. Exactement. Non. Eh ben non, piège. C'était pas Vampire. Non, c'était The Thing. The Thing, les gars. Là, on est sur John Carpenter, The Thing. Là, on est sur un monument du cinéma. Là, on est au-delà de toute considération, objective ou quoi que ce soit. The Thing, c'est une des matrices qui font mon cinéma. C'est clairement un des films qui a défini ma manière de regarder des films de genre, des films d'horreur. Et il se pose en pierre angulaire du truc, quoi. Il y a quand même 50% des gens ici qui ont commencé Carpenter par ce film-là. Oui, donc, et personnellement, j'estime que dans le cinéma d'horreur en général, il n'y a rien au-dessus. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, dites-moi quel film ça m'intéresse. Voilà. Alien. Et bah justement, pour moi, The Thing, c'est une version améliorée d'Alien. Différemment. Mais c'est pas du tout le sujet. Mais on peut en va débattre. devoir forcément on pourrait en faire une émission entière, c'est ça le problème. Ah ouais, bah parce que du coup, oui, Alien est vraiment une des grosses inspirations de The Thing. Oui, c'est clair. Qui reprend une formule très 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 similaire, mais avec une esthétique qui n'a absolument rien à voir et des enjeux différents surtout. Et bah vous reviendrez pour la spéciale Alien du coup. Allez, tiens d'ailleurs dans les prochains mois. Petit film là pour finir, éventuellement là qui pourrait concurrencer Predator 2 juste parce qu'il y a les orales de Danny Glover. Predator 2, un chef-d'œuvre. Bah, il est magnifique Predator 2. Qui se plaint de Predator 2? Personne n'a jamais dit de mal de Predator 2. Par contre, s'il faut dire meilleur film, tu dis Predator 1 déjà. Non mais je disais ça bien sûr parce qu'il y avait les auréoles de sueur dégueulasses de Danny Glover. Et puis Danny Glover sous coke tout le long du film. Oui, c'est vrai que aussi. Au moins on rigole. J'ai comme du mal à me dire que The Thing est en dessous d'une auréole de sueur. C'est vrai. Moi je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Moi j'ai noté sur ma petite fiche chef-d'œuvre de John Carpenter. Le chef-d'œuvre. Je suppose qu'il y a quand même des gens qui ne l'ont pas vu. On t'avoue. Et donc, du coup, The Thing, de quoi ça parle? Alors déjà, on t'avoue peut-être, mais surtout, vous avez une chance exceptionnelle, les gars. Si vous n'avez pas vu The Thing, allez le voir, parce que là, vous allez kiffer. Contrairement à nous, vous pouvez encore le découvrir et le voir là pour la première fois. Et ça, c'est beau. Moi, j'aimerais être à votre bien place. pouvoir revoir The Thing comme à la première fois. Ouais, j'aimerais bien aussi. Bon, donc là, on va rentrer pareil dans la zone factuelle. Il faut savoir que The Thing, c'est le tout premier film pour lequel les gros studios font appel à John Carpenter. New York 97, ça a été un succès. Il y a eu 6 millions de budget pour New York 97, 25 de recettes aux États-Unis. Et en France, c'est le film qui a le plus d'entrées pour un film de Carpenter. Plus d'1 million d'entrées pour New York 97. Donc à la suite de ça, il y a Universal qui sent le truc en mode pas trop mal ce petit John Carpenter, on va lui filer quand même un petit projet. Un petit Jean Charpentier là, il a l'air de s'en sortir. Exactement, c'est un bon élève. Donc du coup on lui donnait un budget pour faire un petit film d'horreur, remake d'un film de son idole Howard Hawks, qui a réalisé le premier The Thing qu'on voit dans une séquence d'Halloween. Tout à fait. Il a repris la typo et en plus exactement. Oui, c'est très choquant. En voyant Halloween, je ne savais pas du tout que c'était autre chose et j'ai vu ça, je me suis dit mais attends, The Thing il est sorti après, pourtant pourquoi il y a déjà... J'étais vraiment très perturbé en voyant... Et c'est incroyable parce que cette typo justement date des années 50 quoi, et tu dis bah voilà, elle claque toujours autant en 82 et elle claque toujours autant en 2019 et... Même le remake a repris encore cette typo, enfin voilà, c'est mythique de chez mythique. Et il faut savoir que c'est adapté d'un bouquin. C'est adapté même d'une nouvelle en fait en vrai,
qui s'appelle La bête d'un autre monde et pas la chose, parce qu'elle est clairement plus identifiée dans le bouquin. C'est un livre de John Campbell. La bête d'un autre monde. Ça ressemble un petit peu. Alors, petit spécimen venu d'ailleurs, là. Et du coup, le film, on a encore step up au niveau budget. On est sur du 15 millions de dollars de budget. Et il se voit beaucoup. Ouais. Oui. Bah les effets spéciaux quoi. Enfin s'il y a un truc dans The Thing, c'est les effets spéciaux. Même maintenant en 2020, ils sont mieux que tellement de films, tellement de CGI des années 2000. Les effets spéciaux de The Thing de 82 sont largement au-dessus de celui du remake. Ah mais largement. Parce que le problème du remake, c'est que du coup ils ont tout refait la créature en image de synthèse blabla. T'as l'impression de jouer à Resident Evil. C'est des effets pratiques là. Alors que là, c'était, tu le voyais, c'est. Parce que du coup, The Thing, c'est une histoire avec donc des scientifiques qui interviennent en Antarctique. Et qui vont se retrouver face à face avec une espèce de créature qui a été congelée pendant un bon moment et redécouverte par l'équipe d'avant. Et qui a la particularité donc de prendre toutes les formes qu'elle veut en absorbant plus ou moins l'ADN de ses victimes. Donc ce qui va donner des jeux de chassés croisés et tout ça. Elle a deux manières un petit peu de se transformer quand même, la bête. Soit elle bouffe vraiment un humain et elle le reproduit. Enfin, un humain, un être vivant, et elle le reproduit, parce que bon, il y a la scène chenille, des chiens, bref. Mais il y a aussi une autre méthode qui est révélée un peu plus tard, c'est que c'est un organisme entier et que chaque partie peut se détacher de l'organisme et aller parasiter un... Oui, on le voit dans une scène. On le voit dans une des scènes, et du coup, en fait, elle a plusieurs manières d'avancer cette chose, et elle crée un gros sentiment de paranoïa. Et là, on aborde un des plus gros thèmes de la carrière de Carpenter. Là, on est vraiment dans une station... Arctique ou Antarctique, je sais plus exactement, nord ou sud, hein. Je suis un peu perdu. Je crois que c'est Antarctique aussi. Antarctique, bon, très bien. Par rapport aux montagnes hallucinées de Lovecraft. Bien vu, en effet. De toute façon, il y a beaucoup de références à Lovecraft dans l'œuvre de Carpenter en général, et notamment dans un des films, mais c'est pareil, ça on y reviendra après. Là, c'est vraiment très très marqué. Ouais, ça arrive dans pas très longtemps. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, il y a un sentiment de paranoïa qui se crée, et le fait que l'isolation, le fait qu'il soit vraiment dans un environnement hyper hostile, qu'il n'y ait pas de possibilité d'aller dehors, il n'y a que eux, ils sont dans un cercle renfermé, et la bestiole peut se dupliquer et reproduire un des membres de l'expédition, et du coup chacun doute du fait qu'il soit infecté ou non. Et puis le reproduire très exactement, c'est ça qui est effrayant, c'est que c'est la même personne, à part les souvenirs et la manière légèrement d'agir, à la limite, c'est la même personne qui s'exprime de la même manière, et encore, c'est justement, c'est pas marqué dans le film, on voit pas aucun, en tant que spectateur, tu peux pas deviner qui est infecté. Non, c'est là que repose tout l'élément de paranoïa du film. Et l'avantage qu'il a aussi, que du coup le remake est complètement passé à côté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de héros identifiable, malgré la présence de Kurt Russell, encore une fois, au casting. Il y a plusieurs moments où on se doute que Kurt Russell est infecté, etc. Et il est vraiment mis au même niveau que tous les autres, et il y a vraiment plusieurs fois où on se demande si c'est pas lui la créature, alors que le remake a une héroïne bien identifiée, où on sait qu'il ne se passera strictement rien. La scène de l'analyse de sang a glacé absolument toutes les générations de... les trois premières fois que j'ai vu, je me souvenais pas qui était infecté et tout, enfin c'est l'enfer total. Limite, si tu l'as pas eu depuis longtemps, tu sais même plus qui est infecté, quoi, pour de vrai, quoi. Limite, tu peux vite l'avoir oublié, quoi. Les personnages sont tellement remplaçables, en fait. Chacun des personnages, en fait, c'est un pion. C'est un pion sur un échiquier géant. Et ça, c'est clairement... Je suis tombé il y a pas longtemps sur une vidéo sur YouTube qui explore une théorie autour de ça. C'est que tout le film est construit comme une partie d'échecs. Les décors sont blancs, la plupart des... Et le début avec la machine d'échecs... c'est ça, il y a la machine d'échecs au début, qui annonce clairement ce qui se passe à la fin. Limite, la fin de la partie d'échecs annonce la scène finale, où la dernière personne se retrouve isolée face à quelque chose qui avance vers lui, quoi, et qui va terminer la partie. Le fait que toutes les salles de la station, c'est vraiment des carrés, ils se déplacent vraiment. Les déplacements du chien au tout début du film laissent à penser à des déplacements un peu de cavalier qui se déplacent tout droit, piqués et machin. Le fait que ce soit blanc sur noir, enfin vraiment, je vous invite très clairement à aller voir cette vidéo, parce que là j'ai pas tous les éléments en tête exactement. Mais ça annonce bien, enfin ça explique bien cette théorie, et je trouve qu'elle est vraiment très très valable à l'échelle de The Thing, et que tout ça c'est né d'une volonté justement d'amener ce truc là par la partie d'échecs sur l'ordinateur. C'est intéressant comme angle d'attaque. Et l'angle d'attaque est très intéressant. Vous pouvez aller sur internet, je crois que c'est la chaîne TCM Cinéma
qui fait une série qui s'appelle No Theory sur les films. Ok. Et vous pouvez aller checker ça, il y a ça pas a mal de l'air théories cool. super intéressantes et j'en aurai une autre d'ailleurs pour le film qui suit pour Christine. Je vous en dirai plus après. Est-ce que les deux ont été démentis par Carpenter aussi? On lui a pas demandé, je crois. C'est dommage. On lui a pas demandé sur celle-ci. Mais du coup, je faisais référence à Lovecraft et les montagnes hallucinées. Que là, ça se voit encore plus du coup dans la version de Carpenter que dans la version originale, le film des années 50, La chose dans notre monde. À quel point on peut dire pratiquement que The Thing est une adaptation de la première partie de la nouvelle. Parce que la nouvelle du coup, qui est quand même la nouvelle la plus connue de Lovecraft et aussi celle qui explique le plus et démystifie le plus l'univers, toute la partie au début parle de gens qui vont rejoindre une expédition qui a eu lieu en Antarctique. Et une fois qu'ils arrivent sur le lieu du machin, ils se rendent compte que tous les gens qui étaient là se sont fait complètement éclater et ils arrivent sur un énorme charnier dans un complexe scientifique et qui se sont visiblement fait tous détruire par une créature complètement extraterrestre et inconnue de l'homme. Et plus tard, dans le récit, ils vont arriver et être confrontés à un Shoggoth et qui est du coup une créature complètement informe, faite de matière, d'yeux, de globules et autre chose. Et du coup, il y a quand même énormément de parallèles à faire avec le film de Carpenter, même chose, qui est globalement exactement pareil, que la nouvelle de Lovecraft a été faite en 1920, un truc comme ça je crois. De toute façon, il faut savoir que Lovecraft c'est quand même un auteur du début du XXe siècle, si je dis pas de... Oui, bah c'est lui qui a créé le genre de nouvelles d'horreur. Il y avait Edgar Allan Poe avant qui était déjà très sombre. Et très, très avec bon, des déjà, éléments horrifiques, mais c'est Lovecraft qui était le plus qui allait encore plus loin et qui a créé tout un. Bah, c'était très scientifique en même c'est temps. surtout que Lovecraft, il était complètement fou, il croyait à ce qu'il écrivait et pratiquement tout a été publié de manière posthume. Un peu comme le mec qui écrivait Conan le Barbare en fait. C'est genre lui, il était fou, il a écrit plein de trucs dans son coin et quand il est mort, les gens sont allés fouiller dans ces trucs et il est en mode. Ah oui, il est vraiment complètement taré, mais ça peut pas rester là. Hein. Ouais, il faut que le monde sache, hein, merde. Il était dépressif, il était isolé au possible, c'est vraiment. Oui, c'est quelqu'un, genre on a découvert ce qu'il a fait après, en mode genre. Ah bah ouais. Il a créé un univers et l'univers dont il parle, c'est le nôtre et il est pas cool. Hein. On va tellement pouvoir se faire des thunes avec ça, mon gars. Ouais. Et du coup, ça aboutit sur The Thing, et il est peut-être temps d'aborder le design de la créature, du coup. Les FX, les effets spéciaux, les plus viscéraux qu'on ait jamais vus dans le cinéma d'horreur. Alors en vrai pour ça je suis d'accord pour beaucoup de choses, mais quand même il y a 2-3 effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli quand même je trouve. Genre la tête en crabe. Et attends, alors je vais aller péter une bouteille et t'ouvrir la carotide avec des tessons de verre là, tout de suite. Je trouve qu'il y a autant tu vois, autant tous les autres je les trouve super horrifiants. Et enfin je sais pas, genre les chiens, les types du sang et tout, sans vouloir trop en raconter. Mais la tête, putain, à chaque fois il y a un sentiment de nanar qui s'en dégage un petit peu. Ça te sort du film ouais, franchement, je te jure, à chaque fois je suis là, et tout. Enfin, j'ai juste envie de rigoler un petit peu. Je peux comprendre ce que tu veux dire. Alors je comprends, mais je suis tellement pas d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste une question de sensibilité. Ça me sort pas du tout du film. Genre, ouais, effectivement, c'est peut-être un peu plus cheapos avec des grosses c'est la créature la plus emblématique du film. Ouais, mais effectivement, la manière d'être animé, la manière d'être filmé, je sais pas exactement c'est quoi, la moins statique, c'est pour ça aussi. C'est la moins statique. C'est vrai aussi, ça joue énormément. On reste début des années 80, c'était beaucoup plus facile de faire des marionnettes pas animées, c'est clair. Parce que surtout que là, contrairement à pas mal d'autres films, les effets spéciaux, c'est vraiment du one-shot total fait à base de plastique fondu, de filasse, de réactions chimiques sur le plateau complètement perché. C'est simple, si une des scènes ratait au tournage, et il fallait tout reprendre à zéro pour refaire l'effet spécial et compagnie. Et ils ont essuyé plusieurs échecs en plus apparemment sur certaines scènes clés du film, et ils ont dû refaire complètement. Certaines scènes justement de transformation, ça peut être joué, Je suis en train de me dire justement le type de l'analyse de sang, le fameux élu, pour moi en dehors des chiens c'est quand même la plus réussie je trouve. La scène de l'analyse de sang est incroyable. Franchement là avec l'œil qui pop et je suis assez d'accord. Je vais totalement oublier ce passage, et puis on est sur un casting d'inconnus total en fait, comme pendant de Kurt Russell. Tu peux ressortir vraiment quasiment personne. Kurt Russell and the Boys. Même après ce film-là, je sais pas s'ils ont fait énormément d'autres. Si, il y a quand même celui qui termine le film avec Kurt Russell. Pareil, je dois avoir le nom quelque part parce que ça, il me semble que je l'ai noté. T'as Case David qui jouera également dans Invasion Los Angeles. Qui joue le pote de John Nada, celui qui l'amène au camp de SDF. C'est le même mec, putain. C'est le même mec. Ok. Et c'était une star de catch, apparemment, ce type-là. Le mec de Invasion Los Angeles, ouais. Ouais, c'est ça. Tandis que Et son collègue aussi. Non, lui pas du tout. Non. Lui apparemment il a beaucoup plus fait de la danse.
Ah bon bah alors je me suis Genre il est hyper baraque et tout, mais en fait non, il a fait entre autres autant pour moi, des trucs comme ça, genre. Autant pour moi. Alors il me semblait qu'il y avait un délire autour du catch sur les deux, mais j'ai dû mal lire. J'ai peut-être une sorte de danse après pour juger. C'est vrai, c'est un genre. Oui, en tout cas pour revenir à la créature, c'est vraiment la créature ultime de cinéma. C'est la créature qui te fait te dire je viens au cinéma pour voir des films d'horreur. Quand je viens voir un film d'horreur avec une bête, c'est ça que j'ai envie de voir. Oui. J'ai envie de voir quelque chose qui va vraiment me mettre mal à l'aise, qui va me placer dans une situation où je me dis c'est tellement étrange, c'est tellement décalé de notre réalité, de tout ce qu'on peut imaginer, que finalement ça en devient très réaliste et ça en devient très et surtout, ça arrivait quoi. Elle a pas un design, elle en a 10 et les 10 sont plus vomitifs les uns que les autres. Et je regardais justement The Thing hier, je suis tombé sur une petite section bonus et la créature est passée par 10 millions de phases au niveau du dessin, parce que celui qui a fait finalement le film, Rob Bottin, était précédé par quelqu'un d'autre dont j'ai oublié de noter le nom, mais il avait fait des designs de la bête qui étaient aussi pareil, très différents de ce qu'il y a au final dans le film, mais qui pareil étaient des bêtes très 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 glaçantes quoi. C'est une espèce de gros monstre qui s'accroche aux épaules par deux pics. Ouais, deux espèces de pics et puis qui se font en fait et qui commencent à vraiment avaler la personne petit à petit. Enfin c'est un genre de facehugger en fait. Ouais, un genre de facehugger, mais ouais c'est ça. On revient sur Alien encore. On se retrouvera dans pas longtemps pour une émission Clash, moi versus Simon, Alien versus The Thing. Trop chaud. Allez. Ça changera d'Alien versus Predator, ce sera pas mal. On peut faire une triplette, hein. Alien versus Predator versus The Thing. Un film Alien versus The Thing. Oula, Predator versus The Thing. Non mais ça veut dire qu'on aura la chose qui prend l'apparence des aliens surtout. Ouais. Et là, imagine le niveau de crasse. C'est clair. Envoyez vos scénars à Hollywood les gars, il y a moyen. Les gars sont chauds pour faire n'importe quoi apparemment. À Netflix, encore mieux. Quand on voit le dernier Predator, on va juste se dire qu'on va changer de film. Parce que bon, voilà, The Thing, un film qui assoit Carpenter sur le trône du cinéma de genre. Ouais, c'est clair. Mais se fait descendre par mais à l'époque. Ah oui, non, et à l'époque, descendre sa race. Ouais, parce que il a été nominé au Razzie Award, il me semble. Oui, pire réalisateur, pire film, la complète. Mais bon, fou, après il faut savoir que quasiment tous les Kubrick ont fini aussi au Razzie. Enfin voilà, les Razzie c'est pas non plus un gros... une grosse référence quoi. En fait c'est peut-être là qu'on trouve les bons films. Peut-être. Mais en tout cas 19 millions de recettes du coup pour 15 de budget, c'est effectivement. pas vraiment un gros succès. Par rapport quoi. au x20 tout à l'heure, c'est clair voilà, que... c'est un peu plus délicat. du moins, mais c'est explicable par le contexte parce qu'il est pas tout à fait sorti au bon moment. Non, il est sorti au moment d'un autre tout petit film, hein. Je sais pas si vous avez entendu parler, un truc qui s'appelle A Boy's Life, non? Ah non, excusez-moi, ça c'était le titre de production. Le vrai titre c'était E.T. E.T. c'est quoi? D'un certain Steven Spielberg. Et du coup, dans E.T., l'extraterrestre il est gentil. Dans The Thing, il est méchant. Et le public américain à l'époque, il avait pas trop envie de voir des extraterrestres méchants au cinéma. Il avait plutôt envie de voir des trucs sympas. Ils avaient déjà bien assez de problèmes dans la vie de tous les jours. Et encore, au final, on dit que c'est un film sympathique. E.T., ça reste malgré tout un film qui parle de l'enfance d'une manière pas si enchantée que ça. E.T. est sacrément sombre en vrai. Voilà, c'est ça. mais vachement moins que The Thing. Mais moins The Thing, quoi. C'est pas tout à fait les mêmes émotions. On a le... Oui. Mais tu vois, E.T., on va encore y revenir après. Parce qu'il y a un autre film qui est concerné par E.T. Il y a un délire de studio, je pense que ça va vous faire rire cette petite anecdote un peu plus tard. C'est pas dans Vampire, encore une fois. Mais Vampire c'est pareil. On va y arriver. Et du coup son film suivant, c'est Starman ou Christine? C'est Christine du coup. Christine en 83. Faut savoir qu'il le fait parce que ils se sont un petit peu honteux vis-à-vis d'Universal justement de ne pas avoir fait un gros score au box-office. Et pour se rattraper, il fait un film qu'il n'a pas du tout envie de faire. Parce que concrètement, faire une adaptation d'un bouquin de Stephen King, ça l'intéressait pas vraiment quoi. Il était pas très très chaud, mais devant l'échec de The Thing, il se dit on va le faire pour le studio, histoire de quand même se remettre dans le bon chemin quoi. Exactement, pour pouvoir bouffer. Combien est-ce que vous en voulez? Je veux dire, je suis prêt à l'acheter quel que soit le prix. Combien vous en voulez? Fais-la démarrer. Elle s'appelle Christine. J'adore ce nom. On t'a dit que je ne pourrais plus jamais jouer au football à l'avenir. Comment t'as fait pour réparer cette bagnole? Oh, juste
beaucoup de boulot, et voilà. C'est depuis qu'il a ramené cette voiture, il est vraiment obsédé par elle. Et il y a pire que cela. Que nous sommes allés faire l'immatriculation à la mairie. Ils nous ont dit que l'ancien propriétaire était mort dedans. Christine, Que sais-tu exactement sur cette voiture? je sais que le gars qui l'avait avant Arnie, Oui. sa fille est morte asphyxiée dedans. Comment sais-tu ça? C'est son propre frère qui a vendu la voiture à Arnie. Ce mec est un con. C'est par lui que je l'ai appris. Je crois que je devais être la victime suivante. Arnie ne ferait jamais ça. J'ai l'impression que ce n'est pas Arnie. Et du coup, c'est l'adaptation d'un. J'avais noté une nouvelle à la base, mais non, c'est un roman, Stephen King. Ah oui, c'est un roman. C'est vraiment un roman. Moi, je pensais que c'était une nouvelle au départ. Que je n'ai pas encore lu, donc du coup, Christine, je l'ai vu il y a un bon moment, mais je préfère lire le bouquin avant de le revoir. Bah, apparemment, il y a quand même des différences assez significatives entre le bouquin mais même en fait, parce que et le film. C'est juste du spoil quand on a l'intention de lire le bouquin dans pas longtemps, vu que je commence un peu à attaquer les Stephen King. Pas mal. Pas mal. Ça aussi, je vous préviens d'avance, il y aura sûrement droit à une petite émission sur les adaptations de Stephen King. Je pense que là aussi, il y a un sacré terreau. Il y en a tellement, putain. Alors, on les fera peut-être pas tous. Si on doit compter les courts-métrages, là, c'est mort. Si on les fait tous, on va passer 10 000 heures. Plus ou moins. Mais bref, du coup, Christine. Adapté d'un roman de Stephen King. Ouais, le premier Fast and Furious. Exactement. Mais non, vous faites pas avoir les jeunes, rien à voir avec Fast and Furious. Là on parle de Christine qui est une voiture tout simplement dans le film de... Et jouée par Jason Statham. Dans le film de Carpenter. Le mec essaie de rester sérieux. Elle est possédée par le mal. Tout simplement. Oui, le mal. Et un jour... C'est Michael Myers dans le rôle de Twingo. Concrètement, moi je pense que ça aurait été une super idée. Juste me dire que le mal il part ailleurs et puis il s'installe dans une bagnole, pourquoi pas? Il va s'installer dans n'importe quoi. Dans un sens, moi ça... avec Bungalow. Oui, par exemple. Dans un sens, moi ça me rappelle un peu Rubber de Dupieux. Exactement. Alors, dans un pneu, ça l'aurait fait. C'est le même délire. Exactement. Ça, c'est du multivers de qualité. Et du coup, en fait, dans Christine, on suit l'histoire de Arnie, qui est un petit lycéen pas très bien dans sa peau. Un petit peu la victime de son bahut. Mais malgré tout, il est pote avec le capitaine de l'équipe de foot. Oh, donc bolos, mais pas trop quoi. Voilà. Mais bon, quand même très bolos. Il pense quand même super cher. Chez lui, bon, c'est un peu petite victime quoi. Ah ouais. Oui. Et un jour, le Yankee. Et un jour, au détour d'une balade avec son pote, il repère une voiture un peu à l'abandon sur le terrain d'un vieux marginal, un mec un peu bizarre quoi. Et la bagnole est dans un sale état, mais lui il tombe immédiatement sous l'emprise de la voiture, il la trouve superbe et il veut la réparer. Le vieux lui vend et il se met à faire des réparations sur la bagnole et petit à petit, son comportement commence à évoluer, il commence à devenir beaucoup plus affirmé, beaucoup plus sûr de lui, et notamment à cause du temps qu'il passe avec sa bagnole, suspecte ses amis. Et il s'avère que la voiture a en effet, comme on le disait, une aura diabolique et a une vraie emprise sur le pauvre Arnie qui va finir par aller beaucoup trop loin dans l'optique de protéger sa voiture qu'il voit un petit peu comme sa femme presque. Ouais. Et voilà, grosso modo, l'histoire de ce Christine. Qu'est-ce que vous avez à en dire, les amis? J'ai pas énormément de souvenirs du film, je me rappelle juste que c'est un pur condensé d'esthétique des années 80. Oui. Exactement. J'y trouve pas grand chose d'ultra mémorable à part du coup le concept de base, sauf que le concept de base n'est pas spécialement Carpenter, vu que c'est une adaptation de bouquin qui a l'air assez littérale.
Pas tout à fait, parce que le délire c'est que la voiture elle est vraiment possédée par le mal en fait directement, alors que dans le bouquin elle est un peu possédée par son ancien propriétaire. Il y a des histoires de rites, un peu de sorcellerie. C'est tellement Stephen King. Voilà, c'est Stephen King quoi. Oui, ça se passe dans le Maine. Tandis que là, effectivement, l'adaptation, c'est tellement John Carpenter parce que c'est encore une fois le mal indicible. C'est ça. Le mal qui tue sans raison et le mal qui est. C'est quand même partout. fou, c'est que. C'est dans un film où à la base tu pourrais te dire qu'il a pas grand chose, qu'il n'en a pas grand chose à foutre parce que c'est un film de commande et que c'est un film qu'il a pas envie de faire. Mais et bah même là, il sa arrive personnalité est quand même tellement à forte qu'il arrive à imprégner le récit de ses propres thématiques à lui. C'est là qu'on arrive vraiment dans la catégorie de film où c'est du Carpenter. On peut dire c'est du Carpenter. C'est un morceau de Carpenter, c'est du Carpenter au carré. Il y a tout Carpenter dedans. Et ça en fait un film pas si mémorable que ça et moyen parce qu'en dehors d'être du Carpenter, il y a pas grand chose. Je trouve qu'au niveau de l'esthétique, au final, il y a des trucs qui est un petit peu plus que comparé à ce qu'il y a d'habitude. Par exemple, en fait, à chaque fois que la bagnole va faire un truc démoniaque, il y a toujours une lumière. Genre, par exemple, quand il va dans le garage et que la bagnole se reconstruit, il est pile poil sur la lumière qui émet la bagnole. Ou autrement, quand la bagnole finit par courser des gens et tout, c'est toujours avec la lumière aveuglante derrière. Et je sais pas, je trouve que d'habitude il a pas de remarque, il a pas de repère aussi visuel que ça en fait, Carpenter. C'est vrai qu'il joue beaucoup sur l'ombre de manière générale. Justement plus l'ombre et pas la lumière au final, et je trouve que là il a fait un truc entre guillemets un peu différent. Oui, c'est vrai que c'est rare qu'il y ait des lumières autant dans le cadre et pas en dehors du cadre en fait complètement. Et franchement la fin c'est une des seules fois où Carpenter il a fait de l'humour quand même. Avec Darkstar la décharge. Darkstar, c'est vrai. Et Vampire. Vampire, si, il y a plein d'humour dans Vampire. Oui, c'est vrai. Mais il y a Montoya avant tout. Il y a Montoya avant tout. Montoya avant tout. Oui. Oh là là. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Christine? Alors moi j'ai un petit truc. Toi tu as des anecdotes. Les anecdotes de Mesgo. J'ai pas des anecdotes, j'ai juste une petite anecdote. L'anecdote de Mesgo. C'est que c'est même pas une anecdote en plus, c'est vraiment comme je vous disais, c'est une théorie en fait par rapport à Christine. C'est qu'en fait le film il aborde un thème qui est absent dans le reste de la filmographie de Carpenter et qui est vraiment propre là au film, c'est que Christine incarnerait un peu le délire du pervers narcissique. C'est-à-dire que la voiture s'approprie en fait un être humain, lui donne un peu de confiance, le met dans une situation où il lui fait croire qu'il a une importance pour elle. Et en fait se sert de lui pour accomplir ses desseins à elle, et au moment où le mec est inutile pour elle, elle finit par le sacrifier, tout bêtement. Et le film, je trouve, est vraiment retranscrit bien ça, quoi. La voiture a vraiment des crises de jalousie, la voiture est vraiment hyper susceptible. Est-ce qu'il s'est pas séparé de sa femme à ce moment-là ou un truc comme ça? C'est possible, c'est possible parce qu'en plus il me semble que ça concorde plus ou moins. Franchement, la séparation avec sa première femme. Surtout qu'il y a un côté sexuel dans le film qui est à fond. Beaucoup plus marqué que dans tous ces autres films jusque-là. De toute façon, c'est un film de teenagers, quoi. Donc forcément, il y a ce truc-là de la découverte de la sexualité et compagnie qui est vraiment très présent dans le film. Et du coup, le fait, on pourrait croire aussi que la voiture, elle est quand même un minimum de sentiments, on va dire, pour Arnie, parce qu'elle le venge des voyous qui la font chier. Mais en fait, non, c'est juste ces voyous-là sont venus casser la voiture, quoi. Donc elle se venge directement d'eux. C'est pour elle qu'elle est blessée, pas pour le pauvre mec qu'elle manipule complètement de A à Z, qu'elle sépare de son meilleur pote, qu'elle sépare de sa famille et qu'elle garde vraiment juste pour elle, quoi, jusqu'à la toute fin du film. Mais je trouve cette théorie super intéressante. C'est effectivement ça marche vachement bien. C'est assez juste, ouais. Encore une fois, la chaîne YouTube là, de TCM avec leur théorie. Il y en a pas mal, il y a plein d'autres films qui sont abordés. Vraiment très intéressants. Ouais, je comprends bien parce que Twingo elle fait pareil. Moi j'ai plus de voiture, c'est pour ça. Ah bon, on m'a juste chié sur mon tableau de bord, c'est tout ce qui fait comme rapport. Alors ça se repensait comment ça dans une relation? Puis encore une fois, ce qu'on peut dire aussi sur Christine, quand même, c'est que les effets spéciaux sont quand même plutôt cool. Oui. Vrai. Toute la scène de la voiture qui se reconstruit et tout. Exactement. Après, c'est un effet très simple parce qu'ils l'ont détruit, ils ont passé le truc en sens inverse, mais ça marche super bien. Oui, ça marche très bien. Quand elle se le regonfle tout seul, même dans le garage et compagnie, qu'elle est toute démontée, puis d'un coup, elle décide de non, je suis plus fort en fait. Elle a pas du tout besoin d'Arnie pendant tout le long du film. Si elle a envie d'être une belle bagnole, elle l'est. Si elle a envie de faire le mal, elle le fait. Et c'est le mal implacable, encore une fois. La grosse thématique de Carpenter. Le mal indicible. Ça ferait presque partie de la trilogie de l'Apocalypse. Le mal indicible, on va bien le revoir dans les prochains films, ça, ouais. Les thématiques sont très directement dans le prochain. Pas directement le prochain. Parce que le prochain, là, on passe sur un truc vraiment.
Franchement, là on Ça- arrive c'est sur le presque film un le love plus... quoi. Mais c'est le film familial en fait de Le Carpenter. plus cool. Le film le plus tranquille presque de sa filmographie. Là on est en 84 et c'est Starman. Que je n'ai absolument Moi pas non vu. plus, alors Donc là, que je ne pourtant saurais rien dire. j'attends Et il l'acteur ne fait que la principal. réalisation sur ce film-là. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de Ouais. scénario, Ah, rien. c'est un des rares où il a pas fait la musique. Ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs sur The Thing, c'est aussi un des C'est films de Ennio Carpenter. Morricone. C'est Ennio Morricone qui a fait la musique. Oui, en tant mais que fan de justement, Carpenter. je me permets une petite parenthèse là-dessus parce que c'est noté Morricone, mais sauf que c'est moitié faux parce qu'en gros Carpenter lui a dit quoi faire. Ouais, ça sonne quand Grosso même modo. vachement comme du Carpenter. Il lui a on dit va pas se clairement mentir, quoi faire, il l'a totalement guidé et Morricone était dans l'idée de faire un truc vraiment très proche déjà de ce qu'il avait fait, sachant Ouais, que le bah, type c'est- avait l'habitude de faire la musique de ses films. Normal, ça Et Christine aussi fait la musique. Hein, Ouais. tant qu'à faire, on la rajoute au passage. Et petit succès quand même, hein, Christine, C'est un de ces 21 films millions de dollars en bénéf pour 10 de budget. Ouais, il a bien marché. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal du Oh, tout. c'est pas un gros carton, encore une fois. Mais ça va. sauve la face. Ça lui Non, permet mais ça lui a permis que les studios continuent de Bah, c'est travailler ça. avec lui et C'est qu'il ce soit que pas j'allais viré dire. en fait. C'était son but principal à ce moment-là, c'était de pouvoir continuer d'avoir des apports du studio, pas forcément de retourner indépendant. Et ça lui a permis de sauver un peu les quelques années à la suite de sa carrière. Et il a continué justement avec le film suivant, pouvoir avoir la tête un peu hors de l'eau après la réussite en demi-teinte, même la non-réussite de The Thing. Ça lui a permis de quand même pouvoir manger, pouvoir continuer de faire des films pendant un moment. Et du coup, Frankov, tu peux nous le résumer, Starman, parce que je sais que toi tu l'aimes bien, vraiment. Alors du coup, en gros, c'est un alien qui arrive sur Terre qui prend la place du coup du mari décédé d'une veuve du coup. Et donc ils partent, il arrive à la convaincre assez vite parce que du coup, il y a quand même, vu qu'il a l'aspect... C'est The Thing ça. Mais en gentil. Vu qu'en gros elle a l'aspect de son ex, du coup c'est quand même plus facile de la convaincre et de la ramener justement c'est un cratère aux États-Unis où les aliens sont censés venir le rechercher. Et justement comme E.T., vu que c'est quand même relativement le même film, y a les agents gouvernementaux qui sont à leur cul, quoi. Et puis du coup c'est une fuite au travers du pays. Puis en plus il n'y a pas vraiment grand chose de violent, c'est plus montré comme un mode plus... en gros, c'est comme un couple qui se marre et qui font des trucs ensemble et qui vont finir par se rapprocher en fait, quoi. Clairement, c'est largement là-dessus, quoi. Bon, c'est une fausse love story. Oui, quoi. ouais, enfin. Mais en tout cas, il y a un côté vachement affecté. En fait, c'est un peu la. Elle surmonte son deuil, quoi. C'est une des rares fois où. Pour moi, c'est le film où la nana surmonte son deuil parce qu'elle arrive. Le mec, en fait, même n'étant pas son mari mort, arrive à quand même lui faire passer certains messages sur le fait de continuer, avancer dans sa vie. C'est une des rares fois où le thème de l'amour et des relations, positives. Humaines, tout simple, sont posées dans un truc de Carpenter. Ouais, c'est ça. Enfin, d'habitude, on est vraiment, comme on a dit tout à l'heure, sur l'horreur indicible, le mal avec un grand M. Alors que là, c'est plus. Là, c'est un petit bonbon, quoi. C'est sympa, quoi. Enfin, ça fait du bien un petit peu, quoi. Faudra que je le regarde ensuite. Il a puis en vrai, c'est quand même pas mal joué. Et je sais pas, je veux dire, il y a une espèce justement de bonhomie générale, quoi, qui font que c'est sympa, moi, après taper les autres. C'est le E.T. de Carpenter. Il faut savoir quand même que déjà, il y a un truc qui rend le truc extrêmement sympathique, c'est que c'est Jeff Bridges qui joue le Starman. C'est pour ça que je veux le regarder. Donc c'est le Big Lebowski, quoi. C'est lui qui joue Starman. La scène d'intro de Starman est vraiment hyper impressionnante parce qu'on est sur un morphing, vraiment quand il devient justement la réplique de son mari mort. C'est hyper impressionnant. C'est vraiment, encore une fois, sur les effets spéciaux. C'est pas lui qui les fait, mais il sait s'entourer, il sait choisir les mecs pour lui faire des beaux effets spéciaux, parce que clairement la scène elle marche super bien. C'est clair. Après, voilà, la seule chose qu'il faut se dire sur Starman, c'est que, en gros, au moment d'E.T., le studio Columbia avait deux scénars. Deux scénars de films racontant plus ou moins la même histoire, quoi. Et ils ont dû se séparer d'un scénario. Par manque de moyens, machin, et ils ont tout misé sur Starman, pensant que ça allait être un énorme succès, et ils ont revendu le scénar de E.T. à la compagnie qui l'a fait, et sauf que E.T. a fait un beau succès, quoi. Ça va, oui, plus que Starman, je pense. Largement. Faut savoir que Starman, c'est 24 millions de dollars de budget, avec Michael Douglas à la production, pour une recette de 28. Et c'est pas un gros succès encore. Là, les studios, ils sont pas contents, du coup. Il commence à pas être content, mais il fait pas encore de perte, quoi, vraiment, donc ça va. Oui. Donc c'est pour ça qu'on va déjà, je pense qu'on a tout dit à peu près sur Starman, il n'y a pas 1 million de choses à raconter. Par contre, le suivant... On va passer au suivant, qui là pour le coup va être le premier vrai gros échec de notre ami John. On est en 86, et là c'est Big Trouble in Little China. Et Jack Burton dans les griffes du mandarin.